Vrai, Alex, je suis vraiment content que tu sois là. Pareillement. Puis, genre, ça, comme je sais que t'as une grande gueule, fait que je veux pas que tu parles pour les 30 prochaines secondes, mais je suis content que t'es là parce que tu rougis, j'adore ça. Non, mais c'est smart, je suis tout le temps. C'est que, j'ai vraiment l'impression que la première fois qu'on s'est rencontrés au World Press, qu'on a essayé de déterminer l'année la dernière fois, comme 2015 ou 2017. 2017? Non, on ne sait pas encore. Ouais, on sait pas, mais comme dans ces eaux-là, j'étais comme. Puis après le café par vie, je me suis tant dit, on dirait que je vais avoir une énorme convo de vie avec Alex. Puis chaque fois, c'est juste une bribe de la convo. Mm-hmm. Puis j'adore converser avec toi. En fait, t'es quelqu'un. La raison pourquoi je te dis de pas parler pendant 30 secondes, c'est que t'es vraiment un être remarquable. Puis tu m'inspires beaucoup à beaucoup de niveaux. Ça dépend à qui tu demandes. Je peux te présenter des gens. Alors, je vais prendre leurs adresses après, puis leur numéro de téléphone. C'est bon. Pour avoir les deux faces. Ouais, c'est ça. T'es vraiment quelqu'un qui m'inspire notamment de mille et une manières, mais de ne pas parler en mal des gens, d'élever son cercle social autour de lui en pluguant les gens. Tu es tout le temps prêt à aider, tu es très généreux de ton temps, de ton savoir. Évidemment, tu as une passion pour la photo, fait que c'est malade. Un petit peu. Un petit peu. Puis ça fait en sorte que tu es tout le temps agréable à côtoyer. Puis j'apprends tout le temps des choses. Puis merci d'être dans ma vie depuis X nombre d'années. Ça me fait plaisir, man. Je suis tout le temps un peu pas mal à l'aise, mais c'est cool de savoir qu'il y a des gens qui tombent en haute estime. J'apprécie ça. Puis je pourrais te renvoyer l'appareil pour faire la liste de tes qualités. Mais c'est sûr que quand, mettons, moi, l'affaire que j'aime le plus faire au monde, c'est travailler sur moi-même. Puis c'est sûr que des fois, tu te rends compte qu'il y a des angles morts, puis des affaires que. Fait que recevoir ça, je trouve ça le fun. Il y a une chose que tu as nommée, par exemple, c'est élever son cercle social, puis essayer d'aider les gens autour de nous autres. Puis ça, j'ai de la difficulté des fois à nommer mes qualités. Je peux te nommer tous mes défauts par cœur, les yeux fermés, les mains dans le dos. Là. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre de l'avant. Puis moi, je m'étais donné comme mission de choisir une qualité, puis de faire grossir cette qualité-là pour que ça puisse rejaillir sur les autres à côté. Puis la générosité, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis je donnais en comptant avant, puis à un moment donné, j'ai comme arrêté de compter. Puis ça va beaucoup mieux depuis ce temps-là. Parce que ça crée des attentes qui sont c'est ça. que tu peux pas remplir nécessairement ou que tu peux pas remettre la pression sur une autre personne de te remettre des choses. Tu sais, je n'étais pas à scène ou c'est pas nécessairement de l'argent, mais tu sais, des fois, je me dis, si je fais ça pour la personne. Puis des relations comme ça, tu sais, des relations interpersonnelles dans lesquelles il y a un gain ou des choses comme ça fonctionne jamais vraiment bien. Fait que t'es vraiment smart, j'apprécie. Mais pareillement, j'ai toujours eu comme idée que tout le monde avait comme un fragment de savoir, d'expérience, d'histoire, puis que si on se mettait ensemble, on était juste meilleurs. Tu sais. Puis c'est un peu ça que j'essaie de faire avec une fraction de seconde. Parce que quand j'ai recommencé à faire de la photo, je posais des questions à des photographes déjà établis, puis j'avais comme des gatekeepers de la photo. C'était tout le temps comme les mêmes personnes qui avaient les contrats. Puis tu demandais de l'aide à ces gens-là, puis il n'y en avait pas beaucoup. Puis tu sais, si tu étais assistant, puis tu shootais avec un photographe ou une photographe renommée, la personne s'organisait pour que tu restes assistant, même si tu avais le désir d'aller plus loin puis de devenir photographe. Puis tout ce gatekeeping-là, j'ai jamais trouvé ça agréable. Fait qu'avec Kev, qui a travaillé chez Toyota, dans des concessionnaires pendant presque 10 ans, qui habitait à Montmagny, j'ai dit, Dude, t'as trop de talent pour faire ça. Puis il était comme, ouais, j'ai trop de talent pour faire ça. Puis on a parti une fraction de seconde. Puis le but, c'est juste de consolider la communauté autour de la photo. On dit que la photo meurt à cause que les algorithmes sur les plateformes changent. Hein? Mais tout le monde aime ça regarder des images. Les compagnies ont besoin de faire des images. Les personnes ont besoin d'avoir des images. Ouais. Fait que comment tu construis une image? Puis je pense qu'avec le savoir de tout le monde qu'on va faire graviter autour de ça, on va arriver à quelque chose. Fait que je suis content que tu soulignes ça. Le reste, je travaille fort. C'est ça. Puis tu disais que tu aimes ça faire l'introspection. Comment tu le fais concrètement? C'est parce que tu te prends des retraites de pensée ou que tu t'y attardes? C'est une conversation que j'ai avec moi-même sans arrêt. C'est ça qui me garde sain d'esprit, je pense. Des fois, je trouve que de faire quelque chose puis de juste vivre avec le fait que tu l'as fait, c'est suffisant pour te donner une leçon. Puis là, c'est à quel point tu es capable d'accepter que tu as fait quelque chose, que tu as fait une erreur, que tu t'es trompé. Puis ça peut être un move en business, ça peut être une manière d'avoir parlé à quelqu'un, ça peut avoir été une décision dans une relation, whatever, tu sais. Fait que c'est comme une conversation
Puis je parle à beaucoup, beaucoup de gens. J'observe beaucoup. Je suis très, très curieux. Je lis plein d'affaires. Je me tiens au fait de l'actualité. Tous les derniers mouvements sociaux qui sont partis aussi sur les plateformes, j'ai appris tellement de choses, tu sais, des choses desquelles j'étais pas conscient. Puis c'est grâce au fait que chaque personne avait un petit bout de savoir que j'ai pris pour moi, tu sais. Mhm. Fait que je faisais des dons anonymes à des podcasts, à des créateurs de contenu, parce que j'étais comme, wow, j'ai vraiment appris, puis je pense que ça va être bénéfique pour moi. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est comme une espèce d'océan de choses que tu peux aller nitpick, Mhm. qui est bon pour toi, tu sais. Il y a des gens qui font l'inverse, ils se promènent là-dedans, puis ils voient des choses qu'ils n'aiment pas, puis c'est comme, ah! Ça m'arrive des fois, je parle à personne n'est à l'abri de ça, mais j'ai essayé, en tout cas, j'essaye le plus possible d'aller chercher ce que je sais qui est bénéfique pour moi. Comme quand je vais à l'épicerie, je sais que j'ai besoin de concombre et de tomates, je passe pas 20 minutes devant les oignons verts à les envoyer chier. Ouais. Parce que je suis comme, hey, j'ai pas besoin de vous autres, puis vous êtes de la merde. Je fais juste comme, je vais prendre ce que j'ai besoin, puis je m'en vais. Tu sais. Mhm. C'est un peu comme ça. J'adore faire de la méditation. Vraiment beaucoup. Souvent en me levant ou avant de me coucher. Mhm. Parce que il y a je me souviens pas de son nom. Il y a un homme qui expliquait que la méditation, c'est comme une manière de ton cerveau le mot en anglais, c'est unwind. Puis j'ai Ouais. jamais trouvé l'équivalent exact en français. Enlever les nœuds, mais mettons un mot pour ça. C'est délier, Ouais. genre. Tu sais, c'est comme, imagine, tu as un paquet d'écouteurs dans... Ouais. Tu sais, les anciens écouteurs qui venaient avec l'iPhone avant, là, Les quand Chris. Apple n'était pas cheap. Tu mets tout ça dans une boîte puis tu shakes ça. Faut comme que on a tendance à vouloir défaire ça vite, puis ça, alors que la technique, c'est juste de laisser ça aller. Puis c'est ça la méditation que ça permet de faire. Tu sais. Puis pas de musique, pas de méditation guidée de 10 minutes. Mhm. Tu es un œuf dans l'océan et tu renais. J'ai rien contre ça. Je pense que c'est une bonne manière de s'approcher de la méditation. Mais pour moi, une méditation, c'est 1 heure, pas de musique, pas de son, rien. En me levant à jeun ou avant de me coucher. Ah ouais, puis tu te concentres sur ta respiration? Je me concentre sur rien. Je fais rien. C'est ça le truc, c'est que quand tu t'entraînes, tu vas faire des bras, mettons. Mhm. Mais tu vas offrir de la résistance à ton biceps pour qu'il grossisse, pour que le muscle déchire, qu'il se refasse, puis tu deviens plus fort, plus endurant, plus rapide, whatever, dépendamment de l'objectif que tu as. Le cerveau, c'est la même chose, ça travaille tout le temps, tout le temps. Fait que si tu es en état de non-sollicitation de ton cerveau, ben, c'est très, très bénéfique parce que c'est la seule manière que le cerveau a de se délier. Puis moi, ça fait toute la différence. C'est ce qui est difficile, c'est la discipline, c'est de faire ce choix-là à tous les jours. Mhm. Tu sais, des fois, dur. ça se met à bien aller, puis là, tu flottes un peu, puis whoop, tu perds contact avec Mhm. la réalité. Tu sais. Ça peut arriver aussi quand ça va très bien de perdre contact avec de pas être groundé. Tu sais. C'est Ouais. pas parce que tu vas bien que tu es groundé. C'est pas. Tu sais, le bonheur est un état indépendant des circonstances. Là. Mhm. Fait que j'essaie de me checker. C'est ça. Puis tu le fais où, mettons, chez vous? Chez nous, Non, dans le char. Ah, chez nous. Ça dépend où est-ce que je me sens bien. Des fois, je peux juste comme m'accoter sur mon îlot dans la cuisine, puis là, je pars. Puis tu te forces à pas penser? C'est weird, c'est contre-intuitif. C'est pas de se forcer à pas penser, c'est de pas penser. Juste de Ouais, c'est ça. ne pas faire quelque chose, c'est assez weird. Quand je fais souvent la méditation par comme période, mettons. Mettons avant la sortie d'un livre, maintenant, tu sais, je me prépare une couple de mois d'avance, puis je recommence puis j'en fais tous les jours 20 minutes. Puis c'est fou pendant travers la campagne, la tournée médiatique, comme à quel point je me sentais Superman. Comme Ouais. On dirait que tu as un super pouvoir de focus, d'attention, de groundness, de calme, de zénitude qui se reflète de manière tellement bénéfique dans tellement d'aspects de la vie, personnel, travail. Ouais, c'est vraiment important parce que je trouve que ça augmente le degré de présence aux autres, à son travail, à soi-même. Ce qui est vraiment important, tu sais. Puis moi, je commence à faire quelques entrevues pour mon livre qui vient de sortir. Tu t'en as fait aussi beaucoup. Ouais. C'est de plus en plus difficile, premièrement, d'arriver on top là, de l'actualité quand tu as quelque chose. Puis c'est pas parce que je me trouve spécial ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est difficile. Il y a de plus en plus de personnes, puis il y a de plus en plus de bonnes choses, puis les gens sont rendus 100 fois plus talentueux avec plein de moyens de diffuser leur contenu. Fait que si t'es pas groundé, puis si mettons, je parle de mon livre, si tu te souviens pas pourquoi tu l'as fait à la base, moi, la majorité des commentaires sur le livre est très positif, là, sont très positifs, les commentaires. La réception aussi, les chiffres de vente, tout ça, c'est très, très positif. Mais ça arrive, parce que c'est facile de rire de ça. Tu sais, des photos avec un téléphone, Ouais. Je comprends, puis c'est correct. Tu sais, je suis assez self-conscious pour réaliser ça, mais des fois, si t'es moindrement pas groundé une journée, moi, j'ai pas une grande patience. J'ai besoin que les choses aillent vite, j'ai besoin de comprendre vite, tout ça. Fait que quand je suis un petit peu moins patient une soirée,
Puis là, je fais un post par rapport à mon livre, puis quelqu'un qui, tu sais, comme je peux tomber dans un état comme où est-ce que je deviens bitch un peu. Mhm. Puis je suis comme, hey man, c'est chill. Là. Je pense que les gens savent aussi que j'aime ça, faire un peu de banter, puis de niaiser, tu sais. Fait que c'est ça. Si t'es pas groundé, si t'as pas fait ton temps où est-ce que tu te reconnectes avec les choix que t'as fait, puis pourquoi tu l'as fait, puis les intentions, c'est vraiment difficile de tirer ton épingle du jeu. Puis je pense que de plus en plus, on va le voir, c'est ça qui est important. Parce que ce que ça demande de nos jours pour être toujours sur le dessus, être frais dans l'actualité, puis là, je te parle, mettons, sur Instagram. Ouais. L'énergie que ça prend, c'est dépasser l'énergie de la névrose. Là. J'ai lu un truc tellement intéressant l'autre fois. C'est un gars qui dit, c'est un homme d'affaires américain, son nom m'échappe, valedictorian à l'université, donc comme le meilleur élève de l'université. Le gars était aussi un pro footballer. C'est vraiment un gars élite. Un Laurent Duvernay tardif, dans le fond. Genre de Laurent Duvernay, mettons. Puis, le gars, il dit, les gens me demandent souvent comment je fais pour avoir une vie aussi équilibrée. Puis, comme, si aujourd'hui j'ai une vie aussi équilibrée, c'est que toutes les années avant, j'avais pas une vie équilibrée. J'étais obsédé. Mais comme 100% obsédé. Puis, je me fais demander la même affaire. Comment tu fais, tu sais, la famille, nanana. Puis, je suis comme, pendant, tu sais, les années de 3 fois par jour, c'était 100 heures par semaine, là. Mhm. Puis c'était pas des fucking jokes. Puis après ça, quand j'ai eu mon diagnostic de diabète, je lisais là-dessus dès que j'avais le temps. J'ai fait ça pendant 3 ans de temps, non-stop, parce que je pensais que j'allais trouver le remède pour le faire. Tu sais. Fait que comme quand tu mets ton cerveau à quelque chose, ça fonctionne. Puis je me fais souvent demander comment vous avez réussi les trucs sur Internet. Tu sais. Puis je dis, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est beaucoup de chance. Puis il y a une bonne équipe. Après ça, aujourd'hui, là, on recommence avec YouTube. Puis peu importe l'expérience que j'ai, puis la valeur que j'ai aux yeux des gens ou le nombre de monde qui me suivent, moi, ma valeur en ce moment est 0. Là. J'ai jamais eu de chaîne YouTube. Puis je sais pas vraiment comment ça fonctionne. On a une bonne équipe avec nous autres, mais comme on le sait tout pas, ça va-tu fonctionner, ça va-tu pas fonctionner? Puis je suis comme, j'ai besoin à 37 ans de faire de quoi que je suis pas bon dedans. C'est ça que ça me tente. C'est important parce que sinon, tu stagnes. C'est plate, là. Ouais. Je pourrais continuer à faire des ateliers, là, ça marche. Ouais. Tout le temps sold out. Depuis 6 ans. Tout le temps sold out. À chaque fois que je donne un atelier, je prends le temps de le dire au début. Je suis comme, j'en reviens pas à quel point il y a tout le temps du monde. Ils sortent d'où le monde? Je sais pas. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça sur la planète. Il me disait 7 milliards et demi. Je suis comme, c'est bullshit, ça. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que faut faire très, très attention. Puis plus ça va aller, plus je pense qu'on va revenir à ça. On va réaliser que c'est comme si tu avais l'Everest à monter à tous les jours juste pour prouver que tu es capable de grimper. Là. Maintenant, c'est comme, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Puis il y a tout le temps du monde qui repousse les limites, mais il faut voir ces gens-là qui repoussent les limites, de où ça part le désir d'aller si loin. Tu sais, le culte du fait de repousser ses limites. Moi, des journées, je fais absolument rien. Je me lève, je suis comme non. Puis je le fais parce que je peux me le permettre. Ouais. Il y a plein de gens. L'immense majorité des gens ne peuvent pas se permettre ça. Mais comme je pense que ça prend... Tu sais, on parle des semaines de 4 jours. On parle de la mouche ici qui vient. Tu vois, je suis vraiment un ami des animaux. On est au jardin botanique. C'est ça. On était au jardin botanique. Nous, insectarium. Ça, je pense que c'est important de donner la chance socialement à tout le monde de pouvoir avoir une journée où ce qu'ils font. Non. Ouais. C'est beaucoup plus bénéfique ça que de tout le temps être sur le gun puis jamais lâcher. Tu sais. Oui. Je suis content que les études commencent à le montrer, tu sais, finalement. Ça commence pas, là. Ça fait longtemps. Ouais, j'avoue. Tu sais, je veux dire, regarde comment ça va en ce moment. Est-ce que... je donne tout le temps un exemple, tu sais, ça fait depuis... je vais prendre Black Lives Matter, par exemple. Ouais. Le racisme. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Ça prend des solutions, ça prend des meilleures solutions. Ça prend une vraie reconnaissance du problème, une réflexion, des conversations, tout ça. Mais depuis le décès de George Floyd, on en a parlé là, beaucoup. Puis je regarde la situation, ça a-tu vraiment changé? Puis j'ai de la difficulté à dire parce que je suis pas une personne qui est victime de racisme. Mais je suis curieux de savoir est-ce que ça a servi à quelque chose? T'sais? Est-ce qu'on a... Oui, ça a été très populaire, la conversation, mais c'est quoi l'impact que cette conversation-là a eu? Est-ce que les gens qui étaient au pouvoir ont vraiment réussi à changer les choses? Je pense pas que ça a été entendu correctement. C'est fou parce que je trouve... Je vis tellement dans une illusion parce que, tu sais, j'imagine toi aussi, on le voit pas au quotidien. Tu sais, on voit pas des actes devant nos yeux dans la rue. Mais c'est cave à dire, mais juste de tour avec le band, avec Zach Zoya, de voir au quotidien comment ces gars-là qui sont profondément gentils, qui sont des papas,
qui vont à l'église tout le temps, tu sais, qui essaient tout le temps de care à propos de leur famille. On va dans des dépanneurs en tournée, ils se font call out. C'est comme, sors d'ici. Puis Ben non. C'est hallucinant. En peu de jours, mettons, je te jure, on a fait l'Impérial à Québec au mois de mars avec Charlotte. Puis on était là 4 ou 5 jours. Puis c'est arrivé 3-4 fois qu'il y a eu un acte de racisme envers eux directement. Non. Ouais. Oh, ouais, ben, tu vois, c'est ça. C'est ça que je dis, c'est qu'on on peut être fâché sur Facebook, mais comme. Puis je réfléchis à voix haute. Là. Je dis pas que j'ai la solution puis que je suis meilleur que qui que ce soit. Là. C'est juste que je veux juste qu'on prenne conscience que le fait d'être très actif sur Facebook puis de voicer ces affaires-là, l'impact. Je me demande, puis c'est une question que je me demande qu'est-ce que ça va prendre pour que ce genre d'affaires-là arrête. On parle de choses tellement. Le racisme, ça peut être très, très insidieux. Là. Ça peut être juste une façon d'agir avec une personne à cause de sa différence, whatever. Mais tu sais, comme tu rentres dans un date, tu te dis, sors parce que t'es noir. Mais ça, en tout cas, moi, dans ma tête, je me dis, voyons, ça se peut pas, là. Mais pourtant. Ouais. Mais tu vois, je suis allé dans une école secondaire qui s'appelle Chêne Bleue à Vaudreuil, à Pincourt, en fait. Je pense que tu t'appelles pour la porte. Non. Non? OK. C'est pas le pas. T'as gagné un voyage, Alex, Mais prends c'est le ça, voyage. mais ça le dit en chinois, fait que je comprends pas. Mandarin. Tu sais, Vaudreuil-Dorion, c'est une des banlieues au Québec qui grossit plus rapidement démographiquement. Tu sais, c'était très, évidemment, blanc il y a 10-15 ans, mais là, de rentrer à Chêne-Bleue, puis de voir la prochaine génération, puis de voir à quel point les jeunes sont diversifiés, puis surtout, ça me rassure de voir que ceux que leurs parents sont peut-être là depuis plus longtemps dans la région peuvent côtoyer, puis que pour eux autres, c'est normal d'aller à l'école, puis d'avoir plein d'amis de couleur. Tu sais, c'est tellement... Je trouve que c'est comme ça que ça a changé. Tu sais, oui, avec l'activisme, que ce soit numérique ou en personne, manif ou la sensibilisation auprès des membres de notre famille, mais juste, tu sais, que les jeunes baignent là-dedans, c'est un vent de fraîcheur. Ben, c'est une réalité qui est différente. Pour moi, j'ai eu la chance, puis la malchance d'avoir des parents séparés. Fait que mon père était à Montréal, puis ma mère à la Chenette. Mais pendant 7-8 ans, on était à Montréal, les deux côtés. Puis j'ai grandi avec des immigrants, là. Fait que pour moi, c'était bien normal. Là. Notre propriétaire était italien. La blonde de mon père était libanaise. On avait des amis marocains. Dans ma classe, j'avais des amis haïtiens à l'école. Il y avait un jeune qui venait de la Pologne, Jacob. Il y avait toutes sortes de gens, tu sais. Fait que pour moi, j'ai grandi avec ça, puis c'était normal. Fait que c'est ça que je comprends qu'au Québec, on veut conserver, puis là, ça me fait toujours les valeurs traditionnelles. Puis, tu sais, j'ai rencontré hier Farah Alibé, qui travaille à la NASA. Ouais, une jeune femme. Dans quel contexte? J'étais à une entrevue à l'émission On va se le dire avec Sébastien Diaz. OK. J'ai trouvé ça vraiment. Moi, j'étais un fan raide. Là. Je tripe ces étoiles, la NASA, les télescopes, ces affaires-là. Je trouve ça ridicule d'aller sur la Lune, mais je tripe sur l'espace. Puis là, on avait une conversation vite. Puis là, j'ai réécouté une de ses entrevues. Puis elle a dit, moi, je suis une petite fille d'immigrants, tu sais. Puis elle a dit, mes grands-parents sont arrivés ici, puis c'était pas des bons immigrants. Je suis comme, on est qui pour déterminer de la qualité d'une personne selon le facteur suivant? Est-ce qu'elle est bonne? Donc, est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle va apprendre le français? Est-ce qu'elle a de l'argent? C'est pas ça le but d'accueillir du monde, c'est de les aider, peu importe c'est qui. D'un autre côté, je réalise qu'on a de la difficulté à s'occuper des gens qui sont ici. Tu sais? Fait que, c'est quoi la réponse? C'est hallucinant qu'à Toronto, plus de 50% de la population de Toronto est née à l'extérieur du pays. C'est-tu vrai? Ouais. Wow. Ça, c'est hallucinant. Wow. C'est comme démographiquement. Tu sais, juste dans l'histoire du monde, tu sais, avant, ils n'avaient pas les moyens de déplacement comme nous autres ou d'administration. Puis ça va pas aller en s'améliorant, là. Ouais. Je veux dire, regarde qu'est-ce qui se passe, là, l'exode des gens, tu sais. Je veux dire, en Ukraine, là, ça va prendre du temps à rebâtir, puis tout ça. Fait qu'il y a des gens qui vont arriver ici. On est un pays extraordinaire, là. On est très, 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 très chanceux. On a des défauts, puis tout ça, mais je veux dire, le Canada, le Québec, c'est une fantastique terre d'accueil, tu sais. C'est fou comment, justement, Toronto devient un peu comme une représentation de la planète culturellement, tu sais. Ouais. Que ça devienne une mini-planète en soi. C'est comme les Nations Unies, mettons, dans une métropole. Il y a plusieurs affaires que... Je suis un peu un geek là, de jeux vidéo puis de films, tu sais. Le Seigneur des Anneaux, il y a un jeu qui s'appelle Mass Effect, Star Wars, Skyrim aussi. Tous ces univers-là, il y a plusieurs races différentes, mais comme très, très différentes. Puis on dirait qu'il n'y a jamais d'enjeu avec le racisme. C'est comme la différence est au centre des forces de communication, d'échange, de commerce. Intéressant. Comme ça. Comme à chaque fois qu'on l'a imaginé, le racisme, c'était... Tu
petites affaires des fois. Ah, telle race sont vraiment pas cool. Puis là, finalement, ils s'entendent bien, tu sais. Fait que je sais pas, j'ai toujours trouvé ça spécial que dans la fiction, ça existe comme pas vraiment, tu sais. Je trouve qu'est-ce que Danny Laferrière a dit dans un de ses livres, c'est tellement ça, c'est juste la haine vient de l'ignorance. Ben oui. Puis ça, c'est comme, t'as jamais rencontré un musulman, comme ceux qui aiment pas les musulmans, t'as-tu vraiment été comme rencontré t'as-tu déjà parlé à un musulman, tu sais, face à face? Parce que juste, on dirait le contact va le charmer. Tu sais, que la personne soit charmante ou pas, on dirait que comme, dès que tu vois quelque chose de concret, on dirait le racisme, c'est l'autre, c'est loin, mais une fois que tu rapproches justement les mondes qui sont séparés, je trouve que c'est là que tu vois la pleine beauté des humains puis des autres. C'est dommage parce que c'est un comportement qui est imprimé génétiquement dans notre cerveau de base, là, le cerveau limbique, celui celui duquel partent les réflexes, puis les espèces de comportements qu'on comprend pas vraiment qu'on a, celui par-dessus lequel la matière grise a grandi, puis comme non, dos du correct, c'est pas un tigre. Le monsieur, c'est pas un tigre, il va pas te manger, c'est juste une personne avec un turban, puis c'est chill. Ouais. Fait que c'est ça, des fois, ma fille elle est en première année, puis je parle souvent avec sa maman de son éducation, puis tout ça, puis on est pour l'école, là, tu sais. Vraiment, je trouve ça important qu'elle aille à l'école, puis j'aimerais ça que son parcours soit beaucoup moins catastrophique que le mien. J'aimerais ça, tu sais, qu'elle apprenne, mais des fois, on regarde un peu l'apprentissage, puis là, c'est la base, c'est en première année, puis Jeanne, elle sait déjà lire, elle sait déjà écrire, en majorité, là. Puis je regarde les affaires qu'on apprenait, puis je suis comme, j'aurais aimé ça apprendre tellement d'affaires aujourd'hui qui m'auraient été utiles, tu sais. Juste comment être, parce qu'on apprend beaucoup aux enfants comment faire. Comment on fait des maths, comment on écrit, comment on fait ci, fait ça, mais comment être, juste être. Comment tu fais pour te sentir bien dans ce petit vaisseau-là, un peu maladroit, tu sais. Puis avec ça dans ta tête, comment tu fais pour t'en servir de ces affaires-là? Je suis comme, OK, tu sais, j'en ai vu un truc sur Facebook, ça disait 78% des Canadiens pensent qu'on est en récession, puis on ne l'était pas. Je disais, ouais, mais peut-être qu'ils pensent qu'on est en récession, puis c'est pas vrai, mais ils peuvent te calculer la surface d'un triangle sur un esti de temps, par exemple. Ouais. Puis c'est correct. Il faut faire de la gymnastique à notre cerveau. Mais j'ai l'impression que c'est incomplet. Puis je veux pas non plus mettre la responsabilité sur les enseignants et l'école. C'est beaucoup la responsabilité parentale. Tu sais. Sauf que, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'avec le temps, on s'est donné des moyens. Puis je veux pas blâmer les parents. Encore une fois, là, on s'est donné les moyens de laisser nos enfants pour qu'on puisse travailler et faire ces choses-là. Encore une fois, tu reviens une semaine de 4 jours, tu donnes une journée où les parents peuvent être avec leurs enfants, qu'ils aient 4 ans ou 17 ans. Ça prend du temps pour consolider les familles, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est plus important qu'un cours de maths. Ça prend les deux. Ouais. Mais je mettrais la priorité sur comment être. Ouais. Puis les taxes, puis les impôts. Ouais, j'avoue. Hein. C'est complexe. C'est compliqué. Ouais. Tu sais, juste, imagine comme si au secondaire, on avait un cours sur la méditation, sur l'écoute. Tu sais, le fait que j'ai appris à 25 ans comment écouter activement. Puis t'es bon, man. C'est hallucinant, tu sais. Merci. T'as les meilleures questions du monde. T'as les meilleures fucking questions. Je peux te poser une question, tu vas juste m'en renvoyer une, je vais faire non. Non. Mais tu sais, puis maintenant, j'ai la chance de donner des cours dans des écoles secondaires, puis justement, je donne des cours sur l'écoute. Tu sais, la photo est comme un médium, mettons, une route sur laquelle que je conduis pour comme amener l'écoute. Mais tu sais, si on m'avait montré justement en secondaire 5, secondaire 3, whatever, d'écouter activement comment les années que j'ai pas eu cette information-là, comment ça a été quand même différent. Tu sais. Puis juste plus de qualité, plus d'être dans le présent, puis tout. Puis, ouais, j'avoue qu'il y a aussi des cours sur les impôts. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta photographie, moi, j'ai eu un déclic, là. Je faisais de la photo parce que j'étais comme, hey, check ça. Hey, regarde ce que j'ai pris en photo. Hey, regarde. Puis à un moment donné, j'ai fait de la photo. Puis j'ai commencé à vraiment plus triper sur le portrait parce que j'étais présent avec une personne, puis on avait une conversation, puis je tombais en état d'écoute. J'arrêtais de parler. J'étais comme, wow. J'ai tellement parlé dans ma vie, man. Genre beaucoup, là. C'est correct. Ça venait d'insécurité ou d'affaires comme ça, puis ça se règle, les gens changent, mais pas vite. Puis ma photo, je trouve qu'elle a pogné une coche, pour moi, là, quand j'ai commencé à écouter au lieu de vouloir montrer. Puis ça, là, puis même un paysage. Ah, je vais montrer ça. Ah, je vais mettre ça sur Instagram. Ah, je vais. Puis je suis juste comme non. Puis là, je m'en vais en Cali, puis j'amène mon gros. Tu
C'est un Mamiya RZ67 Pro 2. C'est un moyen format. D'autres, c'est gros comme un micro. On dirait que c'est comme un robot de Star Wars, là, non? Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. T'amènes C'est un toaster qui prend des photos. Genre. le cousin du R2D2. C'est ça. Puis ça le shutter, man, je pense que ça prend un permis de port d'armes pour le déclencher. C'est genre, choc, choc. Tu sais que la lumière est rentrée, genre, c'est la pellicule. Puis j'amène ça parce que je veux prendre le temps. Ça, là, en plus de ça, c'est un waist level viewfinder qui appelle. Fait que c'est au niveau de la taille que tu regardes par en haut. Puis là, ton image est à l'envers. Elle n'est pas à l'envers, mais comme à l'envers, comme ça. Fait que quand tu tournes à gauche, ça s'en va à droite. Et ainsi. Puis, j'amène pas de trépied. Mais peut-être que je vais emmener un trépied. Finalement, je vais faire comme Ansel Adams qui faisait avec son 4x5 ou son 8x10 à Yosemite. Puis, il mettait ça là, puis là, il prenait le temps de framer sa shot là, au millimètre près. Puis, comme, je veux faire ça, je vais prendre le temps de faire ça. Juste comme, au lieu de prendre mon iPhone, faire clac, retouche. Hey, je suis en Californie, yeah! Ouais. Je veux, je sais pas, j'ai besoin que Puis, on va faire des prints, évidemment, éventuellement. Puis les gens verront pas la différence que je fasse avec mon cell ou whatever. Mais moi, je le sais que le processus est différent. C'est pas parce que je veux être un artiste. C'est juste que je veux savourer mon travail. Parce que ce que je réalise, c'est que c'est pas la destination qui est le fun. Puis ça, c'est un principe clé du bouddhisme. C'est pas la destination qui est le fun, c'est la route pour y aller. Des fois, on oublie ça. Puis moi, ce que je réalise, c'est que quand je regarde des accomplissements, je suis pas comme « Ah oui, c'est vrai, j'ai telle affaire de fait. » Je suis comme « Ah, c'était nice. » Quand on faisait telle affaire. Je parle souvent de 3 fois par jour, ça a été marquant dans ma vie. Ça m'a formé professionnellement en affaires puis sur un paquet de trucs. Vraiment vite en plus. Oui, puis trop même. Puis hier, j'envoyais des livres, tout ça, puis je réalisais à quel point, écoute, on a streamliné une ligne de shipping. Oui, on faisait des photos puis tout ça, mais on a tout fait de A à Z, on a tout bâti là, de A à Z avec notre équipe. Fait que j'avais les mains avec les boîtes, les tapers, tout ça, puis j'adorais ça, faire ça parce que je connaissais rien puis j'étais pas bon. Fait que là, je faisais des affaires. Puis là, hier, j'emballais des livres. Puis tout. Puis j'étais comme, oh my God, on dirait que j'ai rien oublié. La mémoire musculaire d'emballer des affaires, signer, mettre l'étiquette, ça s'en va à la bonne place. Comme, je sais pas pourquoi je m'en vais là, mais tout ça pour dire que c'est ça. Il y a eu plusieurs aventures, tu sais. Puis, le journey, ouais. Tu parlais pas la destination, que l'important, c'est... C'est ça. Puis ça fait partie du voyage, tu sais. Puis c'est ça que je me souviens. Quand on se demandait comment envoyer une boîte la plus petite possible pour que ça coûte le moins cher possible. Parce que là, des fois, si c'était trop lourd, la boîte était trop grosse, c'était plus... C'est toutes des réflexions qu'on a eues, tu sais. Pourquoi j'aime ça, me souvenir de ça? Parce que ça fait que quand j'arrive devant des obstacles, je me dis, ah oui, c'est vrai, je suis capable de faire ça. J'ai déjà été capable de régler ou de résoudre des problèmes. Puis en tout cas, je pense, plus tu vieillis, plus tu as confiance en toi pour des choses intrinsèques et non extrinsèques. Comme, j'ai confiance à ma gentillesse, j'ai confiance en ma capacité à résoudre des problèmes. Au lieu de j'ai confiance au fait que je suis drôle. J'ai confiance au fait que whatever. Tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est plus important. Puis ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ça que j'aime en photo. C'est qu'on travaille pour atteindre une image, tu sais. Puis c'est ça que je trouve plus le fun même. Tu viens de parler de la richesse des portraits. Quelque chose que j'ai un dilemme, justement. J'en ai parlé avec Cardinal, j'en ai parlé avec des proches. Tu sais, je trouve faire un portrait, c'est tellement riche parce que tu réussis à faire une belle image. C'est contenu-contenant, en fait. C'est comme, le sujet, il est cool parce que tu montres une main formidable. Ouais. Et si tu arrives à bien le faire, puis tu réussis à bien prendre le portrait, ça peut être une belle image en plus. Mm-hmm. Je trouve ça dur, tu sais, vu que j'ai commencé j'appelle ça des photos d'environnement, fait que des landscapes urbains ou naturels. Tu sais, j'étais stimulé par ça, puis après, j'ai comme shifté avec travailleur, tu sais, vraiment vers le portrait. Ouais. Puis là, de revenir à justement des photos d'environnement, c'est dur, justement, comme tu parlais, une fois que tu as découvert l'humain, puis prendre l'humain en photo, c'est tellement riche comme expérience, tu sais, juste la connexion, la séance de prise de photo, tu sais, les histoires, les gens que tu rencontres constamment. Alors pour moi, c'est dur présentement de trouver la stimulation dans, autant que je suis vraiment fier, mais dans la sortie de mon nouveau livre, justement parce que d'un point de vue photographique puis humain, tu sais, c'est un clash. Mm-hmm. Toi, comment vis-tu ça? Considérant que tu continues à faire des photos de paysages, comme est-ce que tu retrouves la même stimulation? On dirait que peu importe ce que je fais, l'intention est différente, donc je mets mon cerveau dans un mode qui est différent, je pense. J'avais jamais réfléchi à ça. Quand je t'ai dit des bonnes questions, ça en fait partie. Le portrait, je pense que c'est ce qui me garde intéressé à la photo. Puis je te parle pas de faire des séances au studio, des gens qui ont besoin de photos de casting, whatever. Ça, j'en fais pas vraiment beaucoup parce que c'est pas ce que j'aime le plus, puis ça se fait vite, puis whatever. Mais tous les projets que j'imagine en photo, c'est tout le temps des projets qui tournent autour des portraits. J'ai jamais imaginé un projet
sur, comme tu as fait ton livre Les 4 saisons, qui est une fantastique idée d'ailleurs. J'ai eu la chance de voir toutes les photos. On est allé chez toi à un moment donné pour nous. C'était partout dans l'appart, c'était tellement nice. C'est ça. Pour moi, la photo, c'est prendre du monde en photo. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est ça. Puis, c'est... Les paysages, ça, pour moi, c'est comme alimentaire. Puis ça, c'est moi, là. Je parle pas pour les autres. On dirait que je vais faire des paysages parce que je veux vendre des prints. C'est difficile de vendre un print d'une personne. Ouais. Sauf que c'est ça, c'est que le portrait, c'est vraiment une toute autre expérience. La photo, c'est un prétexte pour rencontrer du monde, finalement, quand tu fais des portraits. C'est un outil. C'est ça. C'est fou parce que... Vas-y. Non, mais je disais, peu importe la caméra, la lentille que tu as, whatever, tu sais, puis c'est ça que j'enseigne quand j'enseigne la photo, c'est, oui, OK, il y a des règles, fine, sauf que c'est la job de la personne qui prend la photo de rendre le sujet photogénique. Puis pour moi, tout le monde est intéressant. Puis c'est à la personne qui prend les photos de trouver le bon angle, tu sais. Ouais. Ce qui fait la différence entre les personnes qui font de la photo maintenant, c'est les intentions. C'est pas n'importe qui a une couple de pièces de côté, qui va trouver un appareil, une coupe de lentilles, qui va faire un voyage ou deux, va faire des bonnes photos. Là. C'est pas techniquement difficile de faire des bonnes photos. Ouais. Tu peux développer ça avec le temps, tu peux apprendre ça gratuitement sur YouTube, tu peux acheter des Kodak usagés, tu peux mettre ça à crédit, payer 50$ par mois pour un Kodak qui vaut 5000$. Tu sais, comme ce n'est plus difficile d'accéder à la photo. C'est pas tous les appareils qui sont donnés à tout le monde, mais je pense que tout le monde a saisi le message. Ça, c'est la maladie d'Internet que j'ai. C'est quand je dis quelque chose, j'imagine les 17 commentaires négatifs parce que je n'ai pas dit. C'est comme si je viens ici pour te dire j'aime ça le bleu, puis quelqu'un qui va faire c'est quoi, t'aimes pas le rouge? Je vais faire comme oh, please. Comme give me a break. Là. Fait que je dis ça pour ça. Mais bref, ce qui est plus complexe aujourd'hui, c'est pourquoi tu fais de la photo. Qu'est-ce qui fait en sorte que les photos que tu fais ont une valeur ajoutée? Puis pour moi, c'est ça qui est important. C'est ça que j'essaie de faire. Je dis pas que je le fais comme il faut puis que je réussis 100% du temps, mais je pense que c'est ça qui est important. Une personne qui veut se lancer en photo, pourquoi tu le fais? Puis c'est de même dans pas mal de domaines. Tu sais, pourquoi tu fais de la vidéo? Pourquoi tu fais de la peinture? Pourquoi? Puis surtout dans les médias artistiques, tu sais, tu peux aussi te poser la question pourquoi tu deviens comptable. Ouais. Puis c'est bien correct. Là. Ouais, c'est important de se poser pourquoi. Puis je trouve se poser plusieurs fois back-to-back, le pourquoi. Tu sais, comme tu te poses pourquoi, tu réponds une première fois. Ouais, mais pourquoi? Puis là, tu réponds une deuxième fois, puis après, pourquoi? Tu sais, pour vraiment rentrer dans le pourquoi des choses, puis aller à l'essentiel du pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis moi, j'ai un bon training parce que j'ai un enfant. Puis Jeanne est très intellectuelle. Tu sais, elle aime ça, réfléchir, avoir des conversations, comprendre, aller au fond des choses. C'est fascinant, là. Le point de vue d'un enfant de 6 ans et demi, là, c'est vraiment nice. Fait que c'est un exercice que j'aime faire. Tantôt, tu disais que tu étais groundé. C'est quoi des trucs qui te stressent encore aujourd'hui, malgré tout ce travail sur toi et sur la méditation? Ma préoccupation numéro 1, c'est la santé de ma fille. Pas qu'elle n'est pas en santé, elle est en super santé. Je remercie le ciel à tous les jours pour ça. Là. Elle est en super bonne santé, mais c'est comme je vais dire le bien-être de ma fille. Ça, c'est la préoccupation numéro 1. Si je sais que ma fille adore bien, qu'elle est bien, qu'elle a un toit, tout ça, le reste, là, c'est vraiment, vraiment secondaire. Ensuite de ça, c'est sûr que dans ma situation, je vais-tu encore avoir du travail dans 10 ans? C'est juste 37 ans. Dans 10 ans, j'ai 47. Je vais-tu encore faire de la photo? Ça va-tu encore être pertinent? Est-ce que je vais avoir trouvé une manière de continuer à faire ça dans le plaisir? Ça, je te dirais, c'est comme une préoccupation, mais c'est une préoccupation matérielle. Puis après ça, est-ce que je vais continuer d'évoluer comme humain puis je vais devenir une meilleure personne ou je vais devenir un vieux bonhomme aigri, désillusionné? Un club photo. Comment tu dis? Un club photo. Un club photo. Tu vas partir un club photo. Tu vas partir un club photo, on fait juste des photos. Lens. Ah ouais, juste des grosses lens, meilleure photo. On va au biodôme avec 2 boîtiers avec des 70-200. Faut que ce soit grise. Ouais, c'est ça. Les lentilles. Ou camo. Ouais. Camo foliage. C'est là. vrai. Feuillage, foliage un jour, en anglais. Ça, une lentille camo. Je te le souhaite, man. Je vais même t'en acheter une, je pense. Quand tu hits 50, je t'achète une 400 mm d'eau de camo. Cadeau de demi-siècle. Ouais, c'est ça. Bonne fête, mon tabarnak. Je te donne ça. Ouais, c'est bon. On fait ça. Est-ce que ta générosité a comme changé
mettons, si on sépare ta vie avant 3 fois par jour, après 3 fois par jour, comment ta générosité a évolué au fil des années? Mais je fais juste donner des choses qui coûtaient plus cher. C'est juste ça la différence. Mais la proportion n'a pas changé. J'ai juste pu me le permettre plus fort, finalement. Puis je dis des affaires plus chères. Je donne pas des shit au monde. Là, ben, ça m'arrive là, souvent parce que je reçois des trucs des fois que j'ai pas besoin. Ou sinon, par exemple, j'avais un iPhone puis je le change quand les nouveaux modèles sortent parce que je veux être au fait de la technologie. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le revendre, je vais le donner à quelqu'un que je sais qui a besoin d'un iPhone. Moi, là, mon motto, c'est pour moi, ça ne change rien. Pour toi, ça fait toute la différence. Si je suis capable de créer une situation comme ça, let's go. Puis c'est sans attache. Là. C'est pas parce que je te donne X ou Y que je m'attends à ce que plus tard. C'est pas comme des semences. Là. Puis là, je me dis, à un moment donné, je vais récolter les fruits de ça. Justement, c'est malsain. Dans les livres de psycho. C'est vraiment malsain parce que tu t'attaches à un résultat, donc tu es dans les faux espoirs. Puis, comme inévitablement, quand tu es dans les faux espoirs, c'est-à-dire, je vais faire un truc pour un résultat X, ben, down the road va arriver la colère. Tu vas être insatisfait. Tu vas avoir de la peine. Tu seras pas content. Puis là, tu vas te dire, mais pourquoi c'est injuste? Puis c'est comme, ouais, mais. Puis ma générosité, elle a changé dans ce sens que ma pensée a évolué. Puis j'ai réalisé des fois que tu peux donner tout à quelqu'un. Il faut que la personne soit en état de le recevoir. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu rends les gens dépendants à ce type d'aide-là, dépendamment de comment tu les aides. Puis à un moment donné, ces personnes en profitent, puis c'est humain. Là. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes ou whatever. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu es dans le confort tout le temps, ben, tu veux plus de confort. La nature est paresseuse. Écoute, si nos ancêtres, il y a très, très, très longtemps, n'avaient pas eu à courir après des pumas pour manger, on n'aurait pas ce thinking-là. On est fatigué de façon générationnelle. Là. Puis, c'est de plus en plus... C'est dur à vivre quand même. C'est pas évident, man, pour personne. Là. Riche, pas riche, whatever, on a tous nos enjeux. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi, j'aimerais bien mieux brailler avec 1 million. Ben, tu braillerais pour d'autres choses. Brailler, c'est brailler. Je trouve ça plate parce que c'est comme une séparation entre des réalités. Puis pour moi, dès qu'il y a une séparation entre des réalités, il n'y a pas de la place pour le dialogue. Puis là, on se comprend pas, puis on peut pas avancer tout le monde ensemble. Fait que c'est ça, ma générosité a changé parce que des fois, je réalise que c'est pas la bonne chose à faire de donner du temps ou de l'énergie. Puis j'en ai donné beaucoup, fait que je m'en garde plus pour moi. Ouais. Parce que je vois que quand je m'en garde plus pour moi, du temps, de l'énergie, ça en donne plus à ma fille. Puis la personne au monde qui a le plus besoin de moi, c'est ma fille. Ouais. Puis j'avais rencontré un chef, Marcus Samuelson. Puis moi, je le connaissais pas, le gars. J'ai une agence qui m'appelle, sont comme, on a quelqu'un qui s'en vient à Montréal, puis on aimerait ça que tu le prennes en photo. Je suis comme, Chris, tu peux être plus vague, tu sais. On peut pas dire c'est qui. J'étais comme, c'est-tu Ozzy Osbourne? Qu'est-ce qui se passe? Fait que finalement, je le sais comme 2 jours avant, c'est Marcus Samuelson. Puis là, je suis comme, who the fuck is this? Je sais vraiment pas c'est qui. Fait que là, je vais googler. Je réalise qu'il a fait une émission culinaire très populaire dont le nom m'échappe parce qu'il y en a plein, puis j'en ai 18 qui me viennent en tête. Là. C'est un chef qui est éthiopien, suédois et il y a une autre nationalité. Sur le call sheet, c'est écrit qu'il faut arriver comme à 6h15 du matin, mais moi, l'agence me dit que c'est à 9h. Lui, il est jet lag, il arrive genre de la Finlande, je pense, ou il arrive de la Suède. Il est à 6h15 du matin, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, il fait frette. Il est dehors, 6h15, il n'y a personne qui arrive pour les 2 prochaines heures. Là. Comme, moi, je serais pisse. Là. Mais tu sais, oui puis non, là, des erreurs de communication, ça arrive. Là, c'est Alexis qui arrive, Alexis GR, avec qui je travaillais dans ce temps-là, qui arrive, là, commence à entertainer un peu Marcus, qui est en beau tabarnak. Puis à un moment donné, on est au studio, c'était mon studio dans Hochelaga Maisonneuve, puis tu sais, t'es déjà venu dans ce studio-là? Non, jamais. Je suis jamais venu. C'est pas vrai, t'es venu à mon lancement de livre? Non. Ben oui. Non. Je suis jamais allé à ton T'es pas venu à mon lancement de livre? Non. Impossible. Lequel, cellulaire? Un? Ouais. Non. Mais non, ça peut pas, man. Je te jure. C'était l'année que j'étais porte-parole au World Press. Non, je suis jamais venu. On a essayé vraiment souvent. Ah ouais? Ouais, puis ça n'a jamais marché. En tout cas, du côté, dans le fond, du côté ouest, la fenêtre donnait sur le Mont-Royal. Fait que là, Alexis, à un moment donné, il dit à Marcus, il dit, check, ça, c'est la montagne. Puis il part à rire. Il dit, de quoi tu parles, la montagne? Il dit, je pensais que c'était de la neige, que les tracteurs avaient ramassé en parlant du Mont-Royal. Fait que là, on part, puis finalement, on s'est vraiment liés d'amitié. Puis ce gars-là, man,
ça a été toute une expérience, le shooter. Puis il a dit une phrase, puis tout ça pour en venir à ça. C'est long, mes anecdotes, des fois. J'aime ça me remémorer les affaires que j'ai dit. Il m'a montré une photo de son fils, puis il a dit « I measure my time against him ». Fait que je mesure mon temps. Comme j'évalue l'importance. En tout cas, c'est difficile à traduire mot pour mot, là, mais ce qu'il voulait dire, dans le fond, c'est qu'il mesure son temps contre le temps qu'il passe avec son garçon. Est-ce que le temps que je ne suis pas avec mon garçon est pertinent, important, sert à quelque chose? Non, fuck it, je vais être avec mon garçon. C'est un peu la même chose avec Jeanne. J'apprends tranquillement à être papa. Je me suis mis dans une position confortable à un moment donné où est-ce qu'elle allait toujours faire dodo chez sa mère parce que ça la sécurisait aussi. Puis je pense que c'est une bonne chose que l'enfant ait une place où elle sait qu'elle va. Mais moi, ça a été facile pour moi, parce que j'étais comme un papa d'occasion. Je l'avais pour aller faire des activités, puis on l'envoyait à la garderie un peu plus tard. Fait que c'était le fun. Mais là, j'apprends ça, puis je tombe en amour là, profondément. Ça aurait dû venir avant, mais dans la vie, des fois, tu fais des choses, puis tu réalises tant mieux vaut tard que jamais, finalement. Fait que comme, c'est ça, je mesure mon temps avec le temps que j'ai avec Jeanne. Puis quand j'ai ma fille, j'essaye le plus possible d'être là. Genre. Tu veux qu'on joue à ceci est un restaurant qui sert des passes à cheveux? Let's go. Comme, elle a un imaginaire qui est fascinant, Jeanne. Fait qu'on s'ennuie pas. Puis c'est difficile des fois d'être présent à un enfant parce que les enfants ont tellement une lucidité puis sont tellement aussi candides que des fois, on oublie qu'on a déjà été aussi vulnérable que ça. Fait que comme, en parlant d'enfants, hier, j'ai su que c'est une constatation au niveau de la province, mais qu'il y a de moins en moins de gens qui appliquent en arts et lettres. Ah ouais? Hein? Ouais. C'est une tendance. Puis il paraît que ça vient des parents qui privilégient les sciences humaines pour avoir des meilleures notes. M'a faire un avocat. Va faire un avocat. Moi, je vais aller dans les sciences. Va devenir médecin à Harvard. Moi, tout faire. Moi, tout être faire dans le top. Tout. C'est ça. Puis, tu sais, mon deck en arts et lettres a comme changé ma vie. Comment tu vois qu'on pourrait renverser cette tendance-là? Mais c'est dur, man. Tu dis, mon bac en arts et lettres a changé ma vie, mais t'étais réceptif à ça. T'sais. Ouais. Tu as été dans un environnement où les arts et les lettres étaient importants. Comment on fait pour renverser ça? Ben, encore une fois, man. Je pense que si on donne plus de temps aux gens, puis qu'on... Moi, j'ai lu une affaire qui m'a vraiment fait rire. Quand François Legault avait déclaré « OK, même si la pandémie n'est pas finie, le monde, il faut qu'il retourne au bureau. » Puis j'ai vu un commentaire qui disait « Ah, bien sûr, les patrons ont besoin de leurs esclaves. » Puis j'étais comme « C'est un peu tiré par les cheveux, là. By the way. L'esclavage, c'est pas un truc sur lequel faire des jokes nécessairement, mais je comprenais l'image. Puis je me dis, si on laisse plus de temps aux gens, je suis pas mal sûr que si tu laisses l'opportunité à une personne de découvrir sa vulnérabilité, que ce soit à travers la musique, la peinture. Tu sais, moi, mon père m'a élevé dans des musées, puis dans des salles de concert, puis avec de la musique jazz, puis avec, tu sais, c'est pas pour rien que je fais de la photo, je joue du drum, de la guitare, de la bass, du piano, comme... J'ai appris ces affaires-là, puis je gravitais là-dedans, fait que bon, c'est normal. Mais comment tu stimules cet intérêt-là? Premièrement, tu peux pas choisir c'est quoi les intérêts d'une personne. Ouais. Mais je pense que si on donne plus d'opportunités aux gens à un très jeune âge d'explorer les choses et de ne pas essayer de les conformer à un modèle précis qu'on essaie d'adapter à ce niaiseux, asti, pense à ça, là. Tu as 600 élèves dans une école, tu as un programme. Je veux dire, même scientifiquement, c'est complètement fou, là. Puis on les forme à savoir-faire, encore une fois, parce qu'il y a des besoins. Puis tu sais, ça relève un peu de la révolution industrielle. On avait besoin de gens qui faisaient des métiers, qui faisaient des choses parce qu'on avait encore nos mains pour faire des affaires. Fait que oui, c'était nice, le bon vieux temps. On bâtissait des affaires, puis on avait des grosses mains. Puis comme, tu sais, c'était du monde qui travaillait fort physiquement. Ça a changé. Mais il y a plein d'affaires. Joe Rogan a une joke, man, fascinante. Imagine Benjamin Franklin qui se réveille de la mort, qui est comme Chris. Vous avez rien réécrit sur la Constitution, genre vous avez gardé ça Aziz depuis toutes ces années-là. What the fuck? Je trouve ça vraiment drôle parce que c'est comme la Bible, c'est comme toute chose. Il n'y a rien de tel qu'une chose immuable. C'est pas vrai. Notre esprit est infini, on réfléchit tout le temps, on évolue, on change. Fait que comment tu peux te satisfaire d'un objet qui est fini? Impossible. Impossible. Fait que je pense que ça prend plus d'avenues pour que les enfants puissent explorer qu'est-ce qui les intéresse. À partir du moment où tu as cerné ça, écoute, l'enfance, ça arrête à 4 ans. C'est fucké, là. 5 ans, mettons, avec la maternelle. L'enfance s'arrête là, selon moi.
sais, on a vu là, la différence. Les gens, elle trouve ça rough la première année. Ouais. À maternelle, man, elle joue, puis c'est beaucoup les amis, les relations. Puis en première, c'est comme, hey, voici ce qu'on fait. Elle a une prof extraordinaire, puis elle a un climat d'enseignement extraordinaire aussi. Là. J'ai vraiment pas à me plaindre. Mais je pense que sur le moyen long terme, ça prend des avenues d'exploration. Ça prend des moments pour se tromper qui vont pas se solder par « va falloir que tu doubles ton année ». Tu sais, ce que tu n'as pas appris, ben c'est de ta faute, il faut que tu recommences. Alors que ça peut être la faute de l'enseignant, de l'environnement, Puis c'est pour ça que je ne veux pas pointer de doigt là, envers personne, mais je veux juste qu'on puisse avoir une conversation sur est-ce qu'on offre assez d'avenues à nos enfants pour que nos enfants puissent se découvrir et se connaître. Je trouve ça super fascinant, les nouvelles tendances dans les pays scandinaves. Je pense qu'ils font des essais aussi à New York de changer les playgrounds d'enfants en de playgrounds super safe, plastiques, en des playgrounds avec des outils. Jonathan Haidt a écrit un livre là-dessus qui s'appelle The Coddling of the American Mind. Puis il parle souvent de ça. Hein? Ouais. Il part du principe que l'enfant, si il n'est pas... c'est quoi le mot que je l'ai tout en anglais dans ma tête? Si on ne... Voyons pas affiché... Si on ne l'expose pas à des épreuves, comment il va faire pour développer des mécanismes pour passer à travers les épreuves? Il y a aussi le fait que tu n'as pas besoin de trauma pour passer à travers d'un trauma. Tu sais, dans le sens où pour passer à travers d'un trauma, ça prend de l'amour-propre, de l'écoute, de la patience. Ce pas des choses que tu apprends en te faisant donner des coups de poing. Là. Je le vulgarise de façon très basic, mais c'est ça pareil. Puis Jonathan Haidt parle justement de ces parcs-là où est-ce que, au lieu que ça soit vraiment, vraiment safe, il y a des marteaux, il y a des outils, il y a des affaires fucking haut. Tu sais, il n'y a pas de risque de mort ou quoi que ce soit, mais il y a des risques de se blesser, puis de se faire mal, puis de faire comme « Oh, OK, comment tu penses qu'on a appris à pas toucher au feu, man? » C'est qu'il y a quelqu'un qui a touché au feu, puis il a dit aux autres « Touchez pas au feu. » Puis les autres étaient comme « Puis ils touchent au feu. » Pareil. L'être humain, c'est comme ça. L'éveil de conscience, c'est 99% du temps un accident tragique qui aurait pu être facilement évité, ou 1% du temps, une épiphanie divine qui t'amène ailleurs dans ta vie, mais comme tu peux pas compter là-dessus. Tu peux pas mettre toutes tes billes dans le même panier. Puis oui, effectivement, je pense que nos enfants doivent être plus exposés à la confrontation. On essaie d'avoir des conversations en ce moment, puis comme soit les gens sont à gauche, soit les gens sont à droite. Puis moi, je connais personne qui est dans ces extrêmes-là, mais la majorité de mon cercle est très nuancé, puis c'est le fun. J'ai des gens qui votent conservateurs, des gens qui votent Québec solidaire, j'ai des gens qui votent pour les libéraux, tu sais, puis je te parle de ça parce que je pense que tu es plus que ta position sur le compas politique là, dans la vie. Puis je trouve, pour moi, là, les 5 partis politiques, c'est comme le Megazord. C'est quoi le Megazord? T'as-tu déjà vu Power Rangers? Morphin Time, puis là, genre, tous leurs robots se mettent ensemble, puis ils font un hostie de gros robot. Fait que je suis comme, pourquoi que ils font pas juste se mettre ensemble, calvaire? Me semble que c'est tellement simple. C'est tellement niaiseux, la politique, quand tu regardes ça de l'extérieur. Ça se bitch sur Twitter. C'est qu'on dirait des enfants avec des sous. C'est très enfant des fois. C'est pour ça que j'ai caché un peu de la politique. Moi, ça m'énerve vraiment beaucoup. Puis je me dis, hey, on est capable de faire mieux. Mais en même temps, en solo, avec les chefs ou avec les députés ou avec les membres du parti, je suis sûr qu'on aurait des conversations extraordinaires. Mais on a comme plus le temps d'avoir ça. C'est comme, vite, un headline, un soundbite, un clickbait sur Internet, whatever. Puis c'est rendu que ça, là. Puis c'est dommage, mais je me dis encore une fois, si on laisse du temps aux gens d'explorer, de se découvrir, de se tromper, tout ça, on l'évite. By the way, hier, je suis tombé là-dessus. Et ton commentaire sur la photo libre sur nos VTT. Oh my God, dude. Je pensais que c'était une joke. C'était tellement bon. Libre sur nos VTT, il bloque une piste cyclable avec 2-4 roues, man. J'étais genre, les gars. Avec un... Moi un podium. Un lutin, ouais. J'étais comme, moi, j'ai rien contre le 4 roues, là. C'est chill. Tu peux faire du 4 roues dans la vie si tu veux. Mais comme, c'est tellement cliché. On aurait dit une joke de contrat de gars. Mais c'est ça. Ton commentaire, je suis comme, oh my God. Écoute bien, on aurait vraiment dit une joke de contrat de gars. Puis contrat de gars, c'était l'éloge de la stupidité masculine, là. Ouais. Tu sais, avant même qu'on parle de masculinité toxique puis d'affaires de même, contrat de gars, c'était une critique là-dessus. Puis là, aujourd'hui, je vois des affaires de même puis je suis comme, oh my God, est-ce qu'on n'a pas avancé? Tu sais, les gens sont juste plus enclins à se camper dans leur position parce que la confrontation est inévitable. Puis tout ça vient... Une des raisons que ça se passe comme ça, c'est que les plateformes, c'est la manière dont elles nous mettent en relation. C'est vraiment important à considérer ça. Tu sais, on dit « Ah, c'est la faute de Facebook ». On a des défauts comme humains. Puis, si tu pèses sur les bons pitons d'une personne, elle va pogner les nerfs, elle va être heureuse ou whatever. Tu sais, on est comme ça. Ouais. On est fragile, on est vulnérable. Mais la manière dont ces plateformes-là ont
de nous mettre en relation, c'est extrêmement nocif pour le filet social. Mhm. Ça a un impact fort sur la démocratie, puis c'est important de le considérer. Fait que je trouve ça dommage. Tu sais, souvent, on dit, mettons, Richard Martineau, il est cave, tu sais. Moi, Richard Martineau, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un gars qui est super fin. 135% du temps, je suis pas d'accord avec lui. Non, peut-être une fois ou deux. Mais comme, je suis pas comme je suis en crise, je le trouve épais parce qu'il est stupide. J'ai comme de la peine parce qu'il est vraiment brillant. Puis des fois, je suis comme, pourquoi? Puis même affaire avec du monde que je connais et que j'aime bien, puis c'est pas que j'aime pas Richard, whatever, je m'en fous, je connais pas tant que ça, puis moi, j'entretiens pas de sentiments négatifs à l'égard de gens que je côtoie pas. C'est absurde. On dirait que les gens aiment tellement ça, romancer le monde. Autant positivement que négativement. Moi, un commentaire qui dit « Ah mon Dieu, t'es tellement une bonne personne, la fondation, puis tout », je suis comme j'ai des défauts, là, puis je suis pas spécial. Arrêtez de me faire sentir spécial, j'haïs ça pour mourir. À l'inverse, quand, mettons, je vois un thread qui parle de mon livre de photographie sur un téléphone cellulaire, je lis tous les commentaires, là. Ah, ce petit crise de prétentieux-là, puis je suis comme, mais voyons, viens manger à la maison, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai pas le temps de faire ça. Ça m'affecte plus vraiment, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve ça dommage, ça me fait de la peine. Chaque fois que je lis un commentaire dans même, ça me fait de la peine. Je suis pas quelqu'un qui fait « Ah, encore les mots ici, ça va bien mes affaires, je suis en business, ça va venir, j'ai un fonds de pension. » Ça me fait de la peine. Je suis comme, encore une opportunité ratée de découvrir le savoir d'une autre personne qui peut m'apporter quelque chose. Puis pas m'apporter quelque chose que je prends mon affaire puis je m'en vais. Mais comme les affaires les plus précieuses pour moi, c'est les conversations que j'ai avec du monde. Ouais. C'est tellement riche. That's it. C'est pas le fait que j'ai eu une Tesla ou whatever. Je m'en fous de ça. À ce moment-là, je pensais que c'était la meilleure chose au monde puis que ça allait guérir tout ce que j'avais en dedans qui filait pas. Mais non. Des fois, c'est weird, mais j'ai comme un feeling qu'on est des clones parce qu'on dirait qu'on vit juste comme... un peu plus grand. On dirait qu'on vit une vie comme... Pas la même vie, mais des fois, on dirait qu'on est la même personne, mais décalée 10 ans, mettons, tu sais. Ouais. Parce que, mettons, tu sais, t'avais d'un, la photo, de 2, la photo humaniste, de 3, l'amour des portraits, de 4, t'as failli été au Moyen-Orient faire un gros projet comme j'ai fait avec la Conquête. Hey, ça, c'est mon plus grand rire à vie. Ouais, on va en parler de ça après. Okay. La fondation, tu sais, moi j'ai un bac en médias numériques, qu'on a analysé justement l'impact d'Internet sur la société, alors l'hygiène numérique, puis je savais qu'on s'enlignait vers où est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors c'est fou que tu as parti d'une fondation qui touche exactement mon baccalauréat, qui est comme un baccalauréat qui est vraiment pas populaire, que peu de personnes ont fait. C'était quoi le moment de déclic que tu te dis, OK, là ça suffit, je pars une fondation? Moi je connais Safia Nolin, je l'adore. Ouais. Safia Nolin, faire du mal à une personne, oublie ça. Impossible. Olivier Primo, même affaire. C'est du monde que j'ai rencontré avec qui j'ai eu la chance d'avoir des conversations. Là. Puis, je ne comprends pas que la seule existence de ces gens-là attise la colère et la haine. Je suis comme, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? T'sais, en tout cas, pour revenir à ta question, ça a été quoi le déclic qui a été la fondation? Ben, c'est pas comme dans les films. Hein. C'est pas un déclic. C'est une longue réflexion sur comment je peux faire ça. À la base, ce que j'avais envie de faire, c'était d'aller dans les écoles secondaires puis de montrer aux ados comment on construit une image. Quand tu sais comment une image est construite, tu es moins enclin à être vulnérable à la construction d'une image ou à une image construite pour la consommation. Le marketing, une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie, le marketing, c'est une déconnexion de la réalité. C'est comment on est capable de te rendre insensible à tes réels besoins pour t'en créer un nouveau, pour faire quelque chose de différent. Puis il y a du bon marketing, là. Puis il y a du très mauvais marketing. Mais le marketing, c'est ça. C'est de t'inciter psychologiquement à poser un geste dans l'intérêt d'une autre personne. C'est chill. C'est correct. Tu peux les vendre, tes tasses ou ton iPhone ou comme les magnifiques trucs que ces beaux ils font. C'est correct, tu sais. C'est au Québec. Il y a une raison derrière ça. Puis c'est inspirant. Mais je trouvais ça cool d'aller montrer aux jeunes à faire de la photo. J'ai fait 2 ans et demi de tournée avec Éducalcool dans les écoles secondaires directement quand je suis sorti de l'école de l'humour, 2008-2009. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi à peu près avec Corinne Côté, Alexandre Barrette puis Billy Tellier. Wow! Ça alternait. Ouais. Wow! Puis j'ai adoré faire de l'humour pour les ados. Puis tu sais, c'est surtout que j'étais tellement capable de mettre à leur place que j'ai eu un parcours scolaire catastrophique. Académiquement, correct. J'avais des bonnes notes. Je calculais dans mon examen qu'est-ce qui me donnait 60, puis après ça, je m'en allais. Puis j'ai passé la moitié de mon secondaire 5 à jouer au PlayStation parce que je n'étais plus capable d'être dans un établissement scolaire. Ça m'a traumatisé bien raide. J'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de faire de l'humour, j'avais envie de faire un paquet d'affaires, sauf d'être là. Parce que, écoute, pendant mes cours, j'écrivais des feuilles de musique là, sur des portées, j'écrivais des beats de drum.
J'écoutais pas. J'étais plus là du tout. Fait que je me mettais bien à la place de ces ados-là, tu sais. Puis j'étais comme, on s'en allait leur parler de modération dans la consommation d'alcool. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Puis, j'avais écrit un numéro en fonction de ça. Puis comme c'était important pour Éduc Alcool d'avoir des textes, mais une fois rendu là, je faisais du crowd work avec des ados. Puis, tu sais, en restant poli, en restant cool. Puis, il y avait encore des profs pas nice qui faisaient des plaintes. Un petit peu trop à l'aise avec les jeunes. Je suis comme, hey, come on, let's go. Là. C'est pas des épais. Là. L'adolescence, là, c'est fantastique parce que t'as toute l'énergie puis la candeur pour vouloir changer le monde, mais t'as pas les moyens de le faire. Puis là, si t'as un bon background parental puis un bon support émotif, tu vas peut-être réussir à tirer ton épingle du jeu puis à changer les choses, mais comme je trouve que c'est un spirit crusher, le passage à l'âge adulte, la façon dont ça fonctionne en ce moment. Mm-hmm. On va comme briser ça. Tout ce qui est de plus précieux, l'essence même de la candeur puis de l'adolescence, c'est comme passer dans un système où tout le monde fait la même affaire. Puis je veux pas m'auto-proclamer anarchiste ou fuck le système, whatever. Je pense que la meilleure manière de changer la machine, c'est de passer par la machine. Mm-hmm. Au lieu d'y tirer des roches à l'extérieur parce qu'elle est robuste et à l'épreuve de tout. Tu sais. Beaucoup de gens ont essayé, peu ont réussi. Tu sais. Puis c'est ça. Je trouve ça vraiment le fun de travailler avec les ados, la photo, tout ça. Ça trottait dans ma tête. Puis je me suis dit, je vais la partir la journée où je vais trouver le nom. C'est aussi niaiseux que ça. Je savais que je voulais faire une œuvre caritative, là, tu sais, de quoi, où est-ce que les sous allaient aller à une bonne cause. Ensuite, j'ai commencé à donner des ateliers de photos avec un téléphone cellulaire beaucoup plus tard, en 2016. Puis à chaque fin d'atelier, j'avais des parents qui venaient me voir. Puis mon jeune ou ma jeune ou notre enfant aimerait ça, avoir plus de likes, avoir plus d'engagement, puis être plus connu. Puis j'étais comme, hein? Pourquoi? Tu sais, what? Puis je me souvenais que la raison qui m'a fait rentrer à l'école de l'humour, puis ça, je le dis à qui veut bien l'entendre, c'était parce que je voulais devenir populaire. Moi, je pensais que quand tu étais humoriste, puis tu faisais rire tout le monde t'aimait. Mm-hmm. Puis ça enlevait ce qui faisait mal ici. Mm-hmm. Je dis souvent ça. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai faites en pensant que ça allait enlever ce qui faisait mal ici. Puis finalement, non, pas du tout. Puis les meilleures choses que j'ai faites pour enlever ce qui fait mal ici, c'est consulter, lire des livres, avoir des conversations avec des gens. Mm-hmm. Il n'y a pas un truc matériel au monde qui a changé quoi que ce soit. Mais elle est quand même 6. Elle est quand même nice. Tout ça pour dire que je me suis réveillé un matin, j'avais oublié de fermer le store dans ma chambre. J'ai vu le ciel, j'étais comme, le ciel est magnifique. J'étais comme, le ciel. Ciel. Trop les lettres. J'étais comme, qu'est-ce que ça fait, ciel? Comment centre? Mettons que je veux faire de quoi sur les médias sociaux? Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Eureka. 2 jours plus tard, je lâchais mon studio. J'avais tout planifié un peu d'avance. Puis je l'ai annoncé le 2 décembre 2019. Le 10 décembre 2019, j'ai rencontré Emmanuelle, qui est la cofondatrice de la fondation, qui est une jeune femme. Elle est encore là? Ah ouais. Ah ouais, man. Elle tient tout. Nice. Si c'était pas de Manu, puis d'Isabelle aussi qui est là en ce moment, man, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. Puis ça va être encore mieux. C'est long, une fondation. Quand tu finances ça tout seul, puis c'est la pandémie, là. Puis les gens... Les besoins sont différents pendant la pandémie. Les gens ont faim, les gens ont besoin de se loger, les gens ont besoin de soins de base. Tu sais, Fait que c'est sûr que nous autres, les dons, c'était plus difficile pour une fondation toute sa vie. Tu sais. Ouais. Comme j'ai lu des affaires sur Internet, j'ai un cahier où est-ce que je note toutes les choses que j'ai lues, que j'étais comme, c'est drôle, parce que c'est tellement loin de la réalité. Puis la personne a juste à me poser la question, on va y répondre. Tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis pour moi, l'important là-dedans, puis là, au début, notre phrase, c'était comme d'éliminer le fardeau psychologique que les réseaux sociaux amènent sur les adolescents. Puis, l'intention est bonne, mais la lecture de la réalité ne l'est pas du tout. Quand on va donner, parce qu'on donne des ateliers d'autodéfense numérique dans les écoles secondaires, ça se passe présentement? Oui. La première année et demie, avec Bien-être numérique, qui est une autre fondation dont on a fait l'acquisition, on a comme fusionné ensemble. Bien-être numérique avait déjà un atelier qui était dans les classes. C'est des gars de Sherbrooke qui ont fait ça, Charles-Antoine. Attends. Charles-Antoine Barbeau. Attends. C'est pour le studio. Tu vas couper ça, hein? Ce bout-là. C'est un beau moment de silence. C'est ce que quelqu'un avait au studio. J'ai oublié de laisser la clé. C'est quoi j'appelle? C'est quoi je disais, non? Charles-Antoine. Charles-Antoine Barbeau. Entre autres avec d'autres personnes. J'ai pas tous les noms, puis je suis tellement désolé, je m'excuse. C'est tout sur notre site. Il y a beaucoup d'informations dans cette boîte-là. C'est pour ça que tu mets une casquette. C'est pour ça que je mets une casquette, parce que je caresse ça. Je veux pas oublier, je veux rien oublier. La gravité a Puis je fais de la calvitie. Je l'assume 100%, mais là, il fait un peu plus frais ces derniers temps. Fait que je me sens mieux comme ça.
Ouais, puis ils ont donné 50 ateliers à peu près en 1 an et demi. Puis l'année dernière, on en a donné, on est 10 shy de 500. Fait que ça marche. Puis ça fonctionne bien parce que il y a une demande. Puis je pense que c'est important de. Puis c'est pas, on va pas faire la morale, là. On va pas dire aux jeunes, hey, Facebook, c'est dangereux, il y a des prédateurs dessus, tu sais. Oui, puis on compte sur les parents aussi pour faire une certaine éducation, mais on essaie d'éduquer les deux, tu sais, parents et ados. Puis là, on va avoir des ateliers pour le primaire bientôt qui vont partir aussi. Parce que de plus en plus de jeunes arrivent là tôt sur les plateformes. Fait que c'est ça, on fait ça, puis on va pas faire la morale, on va pas leur dire quoi ne pas faire. Puis écoute, au contraire, je pensais que ça allait me décourager de rencontrer des jeunes puis de voir leur connaissance des réseaux sociaux, puis c'est l'inverse. Mm-hmm. Je suis allé quelques fois aux ateliers, puis je ressors de là, je suis galvanisé. Ils sont pas caves, man, les ados. Là. Ils le savent. Là. Tu sais, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on présente des mythes par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que si je passe trop de temps sur un écran, je vais arrêter de lire des livres? Est-ce que... intéressant, ça. Est-ce que les médias sociaux, ça rend stupide? Est-ce que c'est juste du fake sur Instagram? Puis les conversations qu'on a, man, c'est des conversations qui sont meilleures que la majorité des conversations que j'ai dans une journée avec du monde que je connais pas, qui sont des adultes. Ouais. C'est fascinant. C'est fascinant. Les adolescents sont brillants, puis les adolescents vont changer le monde. Puis c'est vraiment important qu'on les pousse, qu'on souffle dans leur voie, peu importe la direction, qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne l'opportunité de se tromper, d'explorer, de se découvrir. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis c'est ça qu'on veut faire avec la Fondation dans les écoles. Puis ça fonctionne bien. Mais tu sais quoi le plus grand enjeu auquel les adolescents font face avec les médias sociaux? C'est quoi? C'est que ça diminue leur temps en face à face avec des gens. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis dans l'adolescence, une des phases cruciales du développement, c'est l'intelligence émotionnelle. Puis l'intelligence émotionnelle se développe au contact des autres. Comment tu réagis quand je dis ça? C'est quoi la relation qu'on a? Comment je me mets? Tu parles d'écoute tantôt. Comment je me mets à l'écoute? Est-ce que j'écoute bien la personne? Je suis dans une écoute active ou je suis sur la défensive? Tout ça. Mm-hmm. Moins tu passes de temps en personne avec un autre individu, moins tu acquiers de façon de le faire bien. Puis ce qui est important encore, c'est la manière dont on se met en relation. Je dis ça souvent, tu sais, je prends n'importe qui, là, mettons, moi je sais que naturellement, je ne suis pas porté à voter pour le Parti conservateur. Mm-hmm. C'est pas une insulte à quiconque veut voter pour le Parti conservateur. Je sais qu'avoir une conversation avec une personne qui vote conservateur sur Facebook, ça va mener nulle part. Ouais. Mais si j'invite cette personne-là à manger à la maison, probablement qu'on va se lier d'amitié. Moi, je me suis lié d'amitié en 2017 avec un gars qui s'appelle Bobby Burgett. Il habite au Kansas, aux États-Unis. Juste pour te donner une idée, son guidon de moto, c'est une poignée pour mettre un AR-15. Parce que c'est un open carry state là-bas, fait qu'ils peuvent avoir des armes. Trump lover. Puis comment je l'ai rencontré, c'est sur Xbox Live. Quand je me suis divorcé, je jouais 18 heures par jour au Xbox. J'étais dans un état pas super nice. Puis ce gars-là, il revenait tout le temps dans les lobbies de Call of Duty auxquels je jouais. Puis à un moment donné, il a fait une joke. Je suis parti à rire. Puis il est comme, c'est quoi ton accent? J'étais comme, je viens du Canada. Puis j'étais comme, nous autres, ils disaient, ah oui, c'est vrai, vous autres, vos chars, ils ont des roues carrées comme vos têtes. Puis on commençait à s'écœurer. Puis là, je suis comme, oh, Christo, t'as voté pour Trump. Puis t'es comme, on a eu des conversations. Puis lui, il est papa d'un fils autiste de 5 ans, qui est plus vieux maintenant, évidemment, 10 ans maintenant. Puis, non, il est resté au même âge. Il est resté à 5 ans. Ouais, il n'a jamais vieilli. Puis Bobby non plus, d'ailleurs, c'est tout resté au même âge. Puis il m'expliquait que dans le fond, quand la mère a appris que le jeune garçon était autiste, elle s'est poussée. Fait qu'il est resté tout seul avec son gars de 5 ans, puis il travaille comme camionneur pour Walmart. Puis les conversations qu'on a eues, man. Les conversations de papa qu'on a eues, un papa nouvellement divorcé, qui pleure à tous les jours parce que il pense qu'il a raté sa vie puis que la vie de sa fille va être un enfer parce qu'elle n'a pas son univers ensemble. Il y a eu un deuxième enfant avec une autre fille. Je pense que ça fonctionne encore très bien d'ailleurs, mais on a eu des astis longues conversations. Puis naturellement, je ne suis pas porté à parler à quelqu'un qui vote pour Donald Trump, à cause du personnage. Puis... Fait que c'est la manière dont les plateformes nous mettent en relation, c'est la manière dont on entre en relation avec les gens que je trouve qui est vraiment, vraiment importante. Puis c'est ça qu'on a de moins en moins chez les adolescents. On a de moins en moins de temps en personne parce que c'est beaucoup plus facile d'entretenir une relation sur un écran. Tu peux jouer qui tu veux, tu peux être la personne que tu veux, tu peux raconter des choses, tu peux envoyer des photos très avantageuses, tu peux avoir un discours, mais quand tu arrives en personne, moi, le nombre de fois que j'ai rencontré des personnes, puis quand j'étais plus jeune, mais qui faisaient de la télé, puis j'ai rencontré en personne, puis ils étaient genre... Alors qu'à la télé, ils montaient dans les murs, puis ils crachaient du feu, là. Ouais. Fait que
ça, c'est le plus grand enjeu auquel les adolescents font face. C'est pas genre... il y a aussi le fait que les plateformes vont exacerber les personnes déjà vulnérables. Faut pas penser que toi, t'es chill, ça va bien, bon support parental, bon environnement familial, famille aisée, tu vas commencer à checker des TikTok puis tu vas devenir anorexique. Ouais. Il n'y a pas de corrélation ni de causalité. Par contre, si tu es vulnérable à développer des troubles du comportement alimentaire, puis tu es nourri par ces plateformes-là, il y a des chances que ça accélère le processus de tomber dans la maladie, puis en même temps, pas de la guérir, mais de trouver un support aussi à travers la maladie. Il y a tellement d'études là-dessus, puis de films, puis de livres fascinants, on pourrait en parler pendant 6 heures de temps. Puis je trouve ça tellement important que tu en parles, tu sais, parce que c'est un enjeu qui justement, il y avait peut-être bien-être numérique qui le faisait avant, mais personne n'a pris comme le drapeau, puis est parti au combat. Puis... Bien-être numérique le fait. C'est important de donner le crédit à Bien-être numérique parce que... qui faisait ça. Non, puis ça a été les premiers, puis c'était des gens qui se sont penchés bien avant moi sur la question. Là. Je suis pas rien, moi, j'ai rien inventé. Comme je dis tout le temps, c'est une phrase que Louis Morissette a dit, je suis excellent dans rien, bon dans tout, mais je sais m'entourer. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est comment tu t'entoures dans la vie, c'est comment tu te mets en relation avec les gens, puis dans quel objectif aussi. Pas nécessairement dans un gain ou qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble. Tu prends le savoir de chaque personne, tu mets ça ensemble, puis wow, comme un band. Je veux dire, Chris, oui, il y a du monde qui joue tous les instruments. Félicitations, c'est bien plus le fun de voir 5 personnes. Je suis allé voir John Mayer à Toronto. Il était comme 39 sur le stage. C'était fantastique. Je suis allé voir Bon Hiver à New York. Ouais. 2 drummers, 3 personnes au cuivre, un DJ, 3 guitares, 2 basses. J'étais genre, wow, c'est pas nécessaire, mais est-ce que c'est le fun? Puis tout le monde trippe. Wow. Ouais. OK, parlons de photo. Attends. Ouais, vas-y. Parlons de photo, man. Parle-moi de photo. Fait que plus gros appareil, meilleure photo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Plus tu payes cher pour les mégapixels, plus tu vas avoir des likes sur MySpace. C'est bon. C'est ça le deal. Pour toi, c'est quoi une bonne photo? Hey, ça va être cave comme réponse. C'est quoi une bonne photo? Il n'y a pas de réponse cave, Alex. Non, mais pas c'est de question basic. cave. Des fois, il y a des réponses. Des fois, je dis des phrases, je réécoute. C'est rare que je me réécoute, by the way, j'aime pas ça. Parce que pour moi, je viens ici, on se dit des affaires, je m'en vais. C'est pas grave, on aura une autre conversation à un autre moment donné. J'essaie de faire attention à l'impact que j'ai aussi sur les gens, là, c'est sûr, mais j'ai pas de filtre tant que ça. C'est quoi une bonne photo? C'est une photo que t'aimes, man. Voilà. C'est tout. C'est juste ça. Les gens sont comme... C'est arrivé tellement de fois, man, que je me faisais inviter à des entrevues. Hey, viens donc nous défendre les selfies. J'étais comme, non. Non. Viens défendre un média. Non. Je veux pas. Je veux pas. Moi, je suis pas compétitif dans la vie, mais pas en tout. Dès qu'il y a de la compétition un peu, je deviens spectateur et j'ai du fun. Je suis comme, yeah, wow, qu'est-ce qu'ils font, les gens? J'aime pas ça, la compétition. Je trouve. Aux Olympiques, ça va. Ça t'aide à repousser tes limites, mais il y a tellement d'autres manières de repousser ses limites que la compétition. Ouais. La collaboration. Tu vois, c'est pour ça que on dirait que j'ai tellement la chance. Tout d'abord, cette chance vient de toi, d'avoir des livres publiés, parce que c'est toi. Qui... Non, mais pour le vrai, c'est toi qui m'as présenté à Cardinal il y a longtemps. C'est une passe à la palette. C'est comme, il fait de l'argent parce que son père est riche. Ben, il aurait pu comme flober ça puis être stupide, tu sais, comme, c'est toi, là. Moi, n'importe qui vient me voir et qui dit, comment t'as-tu un contact pour te la faire, c'est sûr, je le plug. J'adore. Moi, j'aime ça, mettre du monde en relation. J'aime ça, moi aussi. Oh my God. Hey, là, ces temps-ci, j'ai un petit problème avec telle affaire. Hey, si j'ai un chum qui fait telle affaire ou je connais une fille qui fait telle affaire, appelle-la sur son cell direct, moi, l'appeler tout de suite. Hey, puis moi, jamais par email. Ouais. Téléphone. Hey, comment ça va? Écoute, je suis avec quelqu'un. Tu peux-tu faire telle affaire? C'est Serge Beauchemin qui m'a enseigné ça. Peux-tu faire telle affaire, whatever. Ouais, ok, cool. Hey, gars, passe 2 secondes. Donne le téléphone. Ouais, finalement, devient un ami, ça marche. Est-ce que c'est beau voir ça? C'est tellement... Ça vaut tout. Ouais. Puis je veux pas de cote, là. M'en fous. Je suis juste content. Puis après ça, je viens dans des podcasts, puis les gens me disent bravo. Ça m'est égal. Je suis content que tu sois content. Je suis vraiment content. Mais tu l'as travaillé. Ouais. Tu as fait le livre. Tu es allé dans tous les pays prendre des travailleurs en photo. Tu as fait le tour de Montréal pendant les 4 saisons. T'as écrit les textes. C'est dur d'écrire un livre, man. Ouais, c'est vraiment... Tu le sais. C'est beaucoup de problèmes. Pas de problème. Beaucoup de travail, c'est ça que je voulais dire. Pas de problème. Mais c'est des problèmes. C'est complexe. Ouais, c'est complexe, tu veux. Pourquoi moi je ferais un livre? C'est comme encore très, très prisé, le fait de faire un livre. C'est le fun aussi. Mais tu sais, avec la sortie, tu sais, l'incroyable chance, justement, oui, après du travail acharné, mais la chance d'avoir un produit physique. Puis pour la génération des photographes d'aujourd'hui, on est beaucoup dans le numérique. Alors, on dirait que, vu que j'ai la chance d'avoir un produit physique par lequel on fait une campagne médiatique, veux pas, de promotion,
on dirait que je veux porter la cause des photographes sur mon dos, dans le sens où... C'est pas ta job, man. Non, je sais, mais comme, je trouve qu'on mériterait tellement plus écouter les photographes. Tu sais, c'est grave, mais tout le monde en parle. Il y a jamais de photographe. Tu sais, il y a tous les autres médiums artistiques, beaucoup, tu sais, Ouais. qui reviennent souvent. Puis c'est tous des gens magnifiques. Mais tu sais, je trouve, de par la simple fait que notre job, c'est d'écouter, du moins notre genre photographique. Tu sais, on a tellement appris de choses, puis je trouve qu'on a des belles philosophies de vie simples qu'on a appris justement des gens qu'on a écoutés, puis qu'on a eu le privilège de passer un moment avec. Je trouve qu'on peut retransmettre ça à d'autres, tu sais, de croire en le fait que tous les humains sont exceptionnels, ils peuvent tous nous apprendre quelque chose, sont tous intéressants, les écouter, avoir de l'empathie pour leur cause, etc. Alors, je trouve, je sais pas où est-ce que j'allais avec ça, mais je voulais juste dire que, comme je trouve, on mériterait à plus mettre des photographes de l'avant, même si justement on a choisi d'être derrière la caméra pour des raisons spécifiques, conscientes ou subconscientes. J'essaie, c'est bon ce que tu dis, j'essaie toujours de penser à moi comme photographe en termes de mon travail. Parce que quand tu es photographe, oui, là, moi j'ai une grande gueule, puis je peux faire des trucs sur YouTube, puis je pense que je suis bon pour vulgariser des concepts d'enseignement, puis des choses comme ça. J'aime ça, avoir ce contact-là avec les gens. J'aime ça transmettre, parce que moi, c'est ça que j'aimais me faire transmettre quand j'étais jeune. J'aimais ça quand quelqu'un s'assoyait avec moi, puis m'expliquait les affaires, puis il parlait, blablabla, puis il me contait ses histoires, puis je pouvais écouter des heures, puis je suis devenu cette personne-là, tu sais. Parce que c'est cette personne-là que je voulais avoir dans ma vie, donc évidemment, je suis devenu comme ça. Puis c'est pas parce que je me trouve spécial, ou je m'aime beaucoup, ou whatever, c'est parce que moi, j'aimais ça quand les gens m'expliquaient des affaires. Fait que je pense que j'ai ça, mais j'essaie toujours de penser au travail en premier. Je le fais pour le travail. C'est comme la fondation. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, le faire pour le travail? Ben, l'exemple que je vais donner avec la fondation, c'est je ne vais pas dans des places dire ouais, c'est ma fondation, puis c'est moi que. Ouais. Je parle jamais comme ça. Pour moi, c'est la fondation. C'est la fondation de tout le monde. Puis c'est tout le monde qui est dans l'équipe qui a fait ça. Puis comme moi, je me mets jamais d'avant. On a un système très horizontal de prise de décision. Il n'y a pas de boss. Je suis président du CA, mais comme j'ai dit récemment, si c'est pas moi le président du CA, je m'en calisse. Faut que ce soit la bonne personne qui est président du CA. Puis si c'est pas moi, c'est pas grave. J'ai pas d'ego. Je m'en fous. J'ai pas besoin de me faire dire bravo, t'es le président du CA de la fondation. C'est mon idée, la fondation, mais c'est plus mon projet. Là. Ouais. C'est le projet de l'équipe, c'est le projet de la société, c'est le projet de tout le monde. T'sais. J'essaie de penser à la photo de la même manière. Je me dis, c'est le travail que j'ai fait, c'est pas moi. Moi, je suis comme un outil. Je veux rester un outil. Parce que j'ai lu une phrase qui a changé ma vie, ça disait « The universe is infinite and you're not special ». Tu sais, on n'est pas spéciaux, on n'est pas du tout spéciaux, on est unique. On a des traits uniques, les empreintes digitales, notre façon de penser, la vision du monde, mais on n'est pas spéciaux. Il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui ont des forces, des gens qui ont des faiblesses, mais on n'est pas comme spéciaux. Tu sais. Vas-y. Non, vas-y. Es-tu retourné au World Press? Ouais. Comme pour bien le voir? Non. Je suis retourné avec ma fille pour faire l'expérience. Après ça, elle dit « Papa, il n'y avait pas beaucoup de photos pour les enfants. » J'ai dit « Non, effectivement. » J'ai dit « Comment t'as trouvé ça? Il y a des photos, je me souvenais pas que c'était si dur. » J'ai dit « As-tu des photos que t'as trouvées dures à regarder? » C'était comme « Oui, on dirait qu'il y avait des gens qui étaient blessés et tout ça. » J'ai dit « Mais ça te fait quoi? » C'est comme « Ben, j'aime pas ça, les gens blessés. » Puis on avait une conversation. Mais c'est la même chose pour les adultes. Ouais. De papa, fille, papa, là. Puis, je suis retourné vite avec Jeanne. Je pensais que c'était une bonne idée. Je pense qu'on aurait pu attendre. Elle n'est pas traumatisée pantoute, elle m'en a pas reparlé. Quand Jeanne est traumatisée de quelque chose, elle va m'en reparler jusqu'à temps que ça soit sorti de son système. Fait que ça, non. Puis elle n'a pas parlé à Marie non plus. Fait que je sais que ça n'a pas eu un grand impact. Elle a juste trouvé ça plate, finalement. Mais je veux y retourner. Ça finit la fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. Dimanche prochain. Je pense tous les deux, on croit que c'est une exposition extrêmement essentielle. Moi, je voyais qu'à mon cégep, on m'obligeait à aller à l'exposition. C'est dommage que l'exposition va être terminée quand ça va sortir, mais pour l'année prochaine, où vois-tu, on en a parlé brièvement quand on était à la soirée de lancement, où vois-tu le rôle du World Press Photo dans l'écosystème photographique aujourd'hui avec les tendances et tout? Pourquoi c'est important? Bien, il faut savoir que, premièrement, le World Press Photo, c'est un organisme à but non lucratif qui est basé à Amsterdam. Donc, c'est une fondation où il y a des personnes qui travaillent activement à faire briller le photojournalisme partout à travers le monde. Encourager les gens à prendre des images de ce qui se passe. Pour moi, le World Press, c'est tellement important parce que c'est une réponse à une demande qu'on ne sait pas qu'on a. La demande étant la suivante, on veut voir des choses vraies. On veut voir des images de choses qui sont vraies. C'est la réponse à Instagram, Facebook, le marketing, la pub. C'est une réponse à ça. Puis parenthèse, c'est parce qu'il y a des critères de sélection qui sont des règles qui sont
strictes, définies par rapport à l'éthique journalistique et à la retouche et tout ça. Alors, tu sais, c'est des vraies images, puis elles doivent être soumises dans leur format original et retouchées pour voir, voilà, continuer. Exact, c'est ça. Il y a un standard de qualité auquel il faut se souscrire, si on veut, pour participer au concours. C'est un concours. Fait que pour moi, la compétition, encore une fois, je suis pas compétitif. Fait que, tu sais, je vais-tu m'inscrire un jour au World Press? Je le sais pas. Des fois, j'ai l'impression que il y a tellement d'éléments sur lesquels tu n'as pas le contrôle qui font en sorte que telle ou telle photo est la photo de l'année, alors que, si, il y en a une qu'on a oubliée, puis finalement, on l'avait vue au début, puis là, finalement, non, mais it grows on you. C'est ça avec les images, c'est ultra subjectif. Ouais. Fait que c'est difficile. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a comme un concentré de ce qui s'est passé. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il y a 80 photos finalistes à peu près, puis il y en a, 60 000 qui sont soumises, 80 000, je me souviens pas combien. 70, je pense. En tout cas, il y a un shitload de photos qui rentrent, là, mais comme vraiment beaucoup, puis ils en gardent même pas moins qu'un 10% . Fait que, pour moi, le rôle du World Press, c'est de continuer à encourager ça. Cependant, on est à une époque différente. On est à une époque où l'accessibilité au médium photographique est beaucoup plus simple. Les appareils sont moins chers, les appareils sont plus sophistiqués. C'est plus facile techniquement d'avoir des bons résultats. À l'époque, on avait des gens comme Reza Degati, Sebastião Salgado, Robert Capa, qui allaient faire des photos dans des zones de guerre, dans des zones sinistrées, le génocide au Rwanda, tout ce genre d'affaires-là, ils allaient là-bas. C'était des parachute photographers. Fait qu'on prenait une personne d'ici qui habitait dans un endroit aisé, puis en même temps, Degati puis Salgado, c'était pas du monde qui était riche, là. Ouais. C'est juste des gens qui avaient comme une idée en tête puis sont partis, tu sais. On a beaucoup de photojournalistes. Tim Hetherington qui a fait la même affaire. Je sais pas si tu as déjà vu le cover de son livre. C'est lui avec un casque d'armée, il a de la boîte d'en face, les yeux bleus perçants. Il est décédé dans une zone de combat d'ailleurs en faisant de la photo. Non, ça me dirait. Tim Hetherington, tu vas checker ça. Puis c'est genre quelque chose comme I Am ou en tout cas c'est ultra percutant ce livre-là. Tu le vois dans des situations, tu fais comme wow. C'est assez impressionnant de voir que ces gars-là. Mais tu sais, c'était pas des gens qui appartenaient aux personnes qui étaient dans le conflit ou dans la situation quelconque. Puis le World Press tourne son attention vers des gens qui sont capables de raconter leur propre histoire. Puis c'est fou parce que moi, j'ai parlé beaucoup avec les gens à Amsterdam là-bas parce que je leur fais comprendre comme le plus souvent que je peux que je suis le plus grand fan sur Terre du World Press Photo. Il n'y a pas personne qui est plus fanboy que moi du World Press Photo. Puis j'ai expliqué à Marika, la fille, la exhibition manager, fait que la directrice générale des expositions, que j'avais pensé établir un programme ici au Québec. Puis le titre de travail, c'est raconteur. Parce que pour moi, c'est... Tu sais, je suis allé faire des photos des victimes des attentats de la Grande Mosquée à Québec, puis j'avais exposé au World Press, puis c'était fou qu'ils me laissent, moi, seul, rentrer dans la mosquée pour prendre des photos des familles des victimes puis des gens qui étaient impliqués là-dedans. Tu sais, ils ont été extrêmement généreux. Ils ont été extrêmement gentils avec moi. Ils m'ont laissé faire ça. J'ai eu la permission de tout le monde de publier les photos, de chaque personne dans la photo. Tu sais, ça a été fait dans un respect mutuel énorme. Encore aujourd'hui, je suis porté par ça. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour la communauté musulmane de Québec. Puis d'ailleurs, j'ai fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Mouafek Abada, qui était le trésorier ou le comptable de la mosquée. Puis c'est devenu mon comptable fiscaliste aujourd'hui de la fondation, de ma compagnie puis de moi personnellement. Wow, c'est fou. J'ai tout donné. J'ai dit, mon gars, gère. Dieu merci, on s'est rencontrés. Fait que je pense que le projet était le fun. Cependant, ça venait d'une personne qui était extérieure à la communauté. Si on avait pu donner les moyens aux gens de la communauté de comprendre la photographie, le langage de la photographie, puis de les laisser s'exprimer eux-mêmes sur les enjeux, je pense que la richesse, la valeur du projet aurait été décuplée. Fait que le but avec Raconteur, c'est de donner les moyens aux gens qui ne les ont pas de raconter leur histoire. N'importe qui fait partie d'une communauté marginalisée ou minorisée, j'aime pas ce mot-là, les personnes trans, les personnes homosexuelles, les personnes grosses, les personnes de race noire, les musulmans, les personnes asiatiques, toutes les personnes qui ont une histoire différente au standard majoritaire d'ici, je pense que ce serait important qu'ils soient capables de s'exprimer. Qu'on leur donne, qu'on puisse les habileter à prendre des bonnes photos puis à bien raconter une histoire. Fait que pour moi, puis tu sais, des fois, j'y pense, j'ai quasiment envie de dire « Hey, le ciel, ça va bien, là? » Moi, je me pars à une autre affaire. Tu sais, comme il y a des gens qui se partent 3 business par année, pourquoi je me partirais pas 2 fondations, tu sais?
je resterais toujours dans le ciel. C'est impossible que je lâche ça. Je ferais jamais ça. J'aime trop ça, tu sais. Mais pourquoi pas? De prendre des gens... Moi, man, j'aimerais ça. J'avais fait un truc au World Press, quand j'étais porte-parole en 2018. Il y a un groupe de personnes non-voyantes ou malvoyantes je m'en souviens. Qui voulaient faire le tour de l'exposition. Puis là, Yann, le directeur, m'appelle et il dit « Hey, ça tente-tu de faire le tour avec eux? » Fait que là, j'ai été comme amusé par l'information. J'étais comme, ben, puis c'est pas pour être méchant, mais j'ai dit, Yann, comme, tu sais, il dit, ouais, mais il dit, comment il dit ça? Il dit, hey, ils sont aveugles, ils sont pas sourds, tabarnak. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Je dis, ouais, mais je dis pas ça méchamment, c'est juste que, hey, j'ai de la pression, il faut que je raconte les photos, puis tout ça, tu sais. Fait que finalement, on fait le tour avec les personnes non-voyantes. Man, ça a été un des highlights de ma vie, là. Wow. Parce qu'il était tout proche, fucking proche de moi, tu sais. Puis il y en a qui, des fois, qui prenaient mon bras juste pour savoir où j'étais. C'était comme, man, aller à une expo de photos avec un autre sens que la vue, c'est malade. C'est comme si t'allais au restaurant puis t'écoutais les assiettes. C'est fucking weird, tu sais. Qu'on te décrivait l'assiette que devant toi parce que t'as pas de bouche. I don't know. Mais tu peux pas la manger. C'est ça. On te la décrit. Fait que là, j'expliquais, tu sais. Puis là, on est passé un moment dans mes photos. Puis là, j'expliquais mes portraits. Explique ton travail à quelqu'un qui le voit pas. C'est comme si t'es au téléphone avec quelqu'un, tu vois, mais là, la photo, c'est... Ouais. C'était génial, ça. Wow. Fait que je me dis, donner la chance à des gens qui ne l'ont pas d'être en mesure de raconter leur histoire, encore une fois, ça donne l'opportunité aux gens d'avoir accès à de l'information différente. On manque de cette diversité-là beaucoup, tu sais. Ce qui fait la richesse des restos à Montréal, c'est le monde qui vient d'ailleurs, là. On se le cachera pas, là. Ouais. Il y a des très bons chefs au Québec. Mais man, t'es déjà allé manger chez Alep. Ouais. T'es déjà allé... Tu sais, Alep, ça fait 3 générations qu'ils tiennent le resto. Je sais, man. Je pourrais manger là, day in, day out, tous les jours, sans arrêt. Tout le temps. Le tarot. Adib Al-Khalidi m'avait invité dans un resto. Je me suis dit, c'était quoi? Oh my God. Juste parce que je veux te le dire, je sais pas. Je sais pas ici, mais Mali Sweet. On était déjà allé chez Mali? Dans Parkex, un resto indien. Moi, pour être, j'ai le goût de me faire un trip de bouffe Parkex pendant 2 mois. Il n'y a pas un homme qui travaille chez Mali qui n'a pas au moins 97 ans, puis une barbe que d'autres t'as frotte, puis t'as les secrets du Punjab qui tombent. C'est comme... Ce monde-là c'est précieux, hein, les autres cultures. Comme, c'est tellement une richesse qu'on a. C'est fou, là. Mm-hmm. Je veux dire, ce qui est fucked up à ce restaurant-là, pour les gens qui sont déjà allés, ceux qui ne sont pas allés, tu rentres, puis c'est pas un resto là, où ils ont mis l'accent à sa décoration. Là. Ça fait un job, les tables, des chaises. Puis il y a 2 grosses télés. Puis ils blastent le MTV indien. Nice. Fait que c'est juste des clips de monde avec des bagues puis des bijoux qui sont en sidou. Puis là, ils sauvent des filles en hélicoptère, man. Puis ils sont 40 000 à danser. C'est fantastique, mon gars. C'est genre, t'es vraiment là, surchargé cognitivement quand tu vas là, mais la bouffe. Puis je parlais avec le propriétaire souvent, tu sais. Puis on jasait, tu sais, comment tu trouves ça ici? Puis t'as-tu de la famille? Puis ci, puis ça. Puis il dit, il y a des gars ici qui arrivent de l'Inde, là. Puis on essaie de leur faire une bonne vie parce que c'est difficile là-bas. Puis ils veulent venir ici cuisiner. Puis ils sont contents de partager avec toi ce qu'ils ont fait. Je me dis, man, moi, je suis vraiment content que tu partages avec moi parce que c'est vraiment fucking bon, tu sais. Puis pour moi, cette relation-là, elle est égalitaire, tu sais. Je te donne des sous, tu me fais goûter à ce que tu fais, c'est nice. Mm-hmm. Puis là, je me dis, comment on peut améliorer toutes ces relations-là, tu sais. Je te dis, man, tu prends les gens qui ont de la difficulté avec l'immigration, tu les amènes manger à Montréal, là, c'est fini, là. Ouais. C'est fini, man. Ouais. C'est juste ça. Une vérité de QS. Puis là, je sais que je vais me faire dire, c'est plus complexe que ça, je le sais que c'est plus complexe que ça, mais calvaire. J'ai hâte que ton cerveau passe automatiquement aux commentaires de Facebook. 15 ans. 15 ans de ça, man. Genre, c'est comme un réflexe de passer à l'autre tout de suite. J'adore ça. Ouais. C'est quoi, selon toi, le futur de la photo? La réalité virtuelle, gros! Le metaverse! Il n'y a pas de... Man, le futur de la photo, c'est une personne avec un appareil photo qui continue à faire ce qu'on fait, là. C'est ça, le futur de la photo. Le futur de la photo, c'est d'expliquer aux gens l'importance de l'intention. En même temps, c'est correct, là, tu peux t'acheter un Kodak et faire des photos en Floride, là. Mm-hmm. C'est bien correct. Mais le futur de la photo, je pense que c'est une reprise par les gens qui n'ont jamais eu le pouvoir de le faire de la visibilité sur le travail photographique. Ce que je veux dire, c'est que
des gens qui n'ont jamais pu avoir accès à ça avant, puis qui en auraient eu besoin pour passer leur message ou qu'on découvre leur réalité. Je pense que c'est eux. Parce que le futur de la photo, c'est de faire de la place à ce monde-là. Ouais. Puis en termes de médium, parce que tu sais, je suis extrêmement optimiste dans la vie. Puis de loin, tu sais, je vais pas dire que la photographie est morte, c'est juste qu'elle évolue, puis il faut qu'elle évolue. Mais tu sais, avec la perte tranquille d'un médium aussi puissant qu'Instagram, qu'en même temps, on l'utilise quand même autant. Instagram, c'est Instagram. Tu sais, c'est une business. Là. C'est une manière de faire les choses. Les gens, l'être humain est fascinant en ce sens que il va toujours trouver des façons de parvenir à ses fins. Là. Ouais. Mais c'est tellement fascinant de ne pas savoir justement où est-ce qu'on s'en va. Comme clairement, ils ne savaient pas qu'Instagram allait dominer. Tu connais-tu quelqu'un qui a déjà dit « Ah, moi, les photos, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça, voir des images? » Perso, c'est prendre le métro que ça me rassure de voir toutes les publicités. Puis comment il y a encore des images, tu sais. Puis c'est comme ces barrières vont pas disparaître. Il va en avoir besoin. Même ils sont numériques, ils ont besoin des... Ouais, et c'est pas voué à disparaître, l'image. C'était quoi le projet au Moyen-Orient que tu voulais faire que finalement tu n'avais pas eu la chance de faire? Je pense à cause de Jeanne. Je faisais des... Non, à cause que j'avais rencontré une fille, finalement, puis je voulais sortir avec. Okay. Puis aussi, le printemps arabe a explosé une semaine avant que je parte. Je faisais de Istanbul en Turquie jusqu'à Alexandrie en Égypte par le côté est de la Méditerranée. Fait que Turquie, Syrie, Liban, Israël, Jordanie, Égypte. Je ne peux pas le faire à l'inverse parce que dès que tu vas à Israël, si tu fais mal stamper ton passeport, tu ne peux pas rentrer au Liban. Mais maintenant, ils te donnent un papier. Ah, c'est ça. Ils ne stampent plus. Ouais, dans ce temps-là, c'est quand même drôle. Tu es un pays puis tu le sais. Que si le monde passe par chez vous, ils ne sont pas les bienvenus ailleurs. C'est fucked up. Mais écoute, garde ton idée. C'était fascinant, parce qu'ayant étudié en médias numériques, je suis arrivé à la frontière israélienne venant de la Jordanie. Justement, tu sais, j'étais en Irak avant, fait que c'était tricky, puis je savais que... Ouais, bref. Puis là, fait que je suis au poste terrestre. Puis là, j'attends. Tout le monde se fait appeler, tout le monde passe. Puis moi, il me dit juste attendre sur le côté. Là, j'attends. Ça fait honnêtement 2 heures que j'attends. Puis là, ça commence à se vider. Puis le poste terrestre de la frontière ferme à comme 2 heures PM. Il faut juste que tu passes avant 2 heures. Puis là, je suis comme, tu sais, je m'étais forcé de pas aller sur le Wi-Fi, tu sais, juste pour pouvoir lire mes livres ou faire d'autres choses, me stimuler créativement. Puis là, je suis comme, fuck it, ça fait 2 heures, je m'en vais sur le Wi-Fi. Dans quel poste de frontière offre du Wi-Fi gratos, tu sais? Ouais. Puis là, dès que je suis embarqué sur le Wi-Fi, j'imagine qu'ils ont pu lier mon téléphone avec mon passeport. Tu sais, parce qu'ils sont très avancés en termes de cybersécurité en Israël. Puis c'est ça ma théorie. Tu sais, parce qu'on voyait dans mes cours en médias numériques que justement, la surveillance des citoyens, puis on est tellement dedans. Puis les Israéliens sont à l'avant-garde de ça. Fait que dès que je suis embarqué sur le Wi-Fi gratuit, ils m'ont appelé mon nom, ils m'ont posé 2 questions. OK, c'est chill, tu peux y aller. Fait que tu sais, comme ils. Ça se peut? Ouais, ils sont wise à ce niveau-là. Wow. Ouais, fait que moi, j'ai assumé après ce moment-là. C'est clair, c'est ça. Puis je le savais, tu sais, vu que je venais de finir mon bac, je savais qu'ils avaient fait ça pour ça. Pas mal 95% sûr. Wow. Tu sais, quelle frontière offre du Wi-Fi gratuit? C'est génial. Ben, ça. Nous, continue. Moyen-Orient. L'ordre des pays, tu disais. Petite fatigue. Ouais, c'est ça. Turquie, Syrie, à l'époque, il n'y avait pas encore la guerre civile. Ça se préparait. Liban, qui est un pays que... si j'avais eu à choisir un seul pays, j'aurais hésité longtemps entre la Jordanie et le Liban. Mais avec le Liban part favori. Ouais, fait que ça aurait été ça. Juste pour prendre des photos. Mon idée, c'était la classe moyenne du Moyen-Orient. Oh. Parce qu'on voyait tout le temps, genre, les terroristes ou le monde pauvre. Ouais. Ou le monde fucking riche. Mais on voyait pas le monde avec des Corolla qui allaient travailler comme comptable pendant le jour. Fait que la classe moyenne du Moyen-Orient, je trouvais ça le fun parce que c'était une autre manière de voir, de percevoir ces gens-là, tu sais, qui sont beaucoup plus nombreux que nous, qui ont une histoire qui remonte à des milliers d'années. Qui sont une majorité silencieuse. Exact. Fait que c'était d'empower ces gens-là puis de leur donner une voix. C'est pour ça que je dis qu'on est des clones. Je pense. C'est que comme j'avais le même purpose de donner une voix à cette majorité. Ouais. Puis tu voulais faire la même chose une couple d'années avant même que je le sache. Exact. Il y a quelque chose, man. Il y a quelque chose. On a-tu là? C'est quoi le nom de ta mère? Non, c'est vrai. Desrochers. Toi, si tu viens de donner ma réponse de question secrète. C'est quoi la jeune fille de votre mère? Ouais. Mais tu penses faire un voyage comme ça un jour ou juste d'autres priorités? J'aimerais ça. Moi, je peux pas. Je serais pas heureux dans la vie si je voyage pas au moins 2 fois par année. Imagine un voyage comme ça avec Jeanne. Comme, mettons, à un bon âge, tu sais, pas trop vieux, pas trop jeune. J'arrête pas de penser à quel premier voyage je veux faire avec ma fille.
Je me dis, est-ce que je vais dans un endroit que je connais pas, puis on découvre en même temps les choses, ou est-ce que je l'habitue au voyage dans un endroit que je connais, comme la Californie, par exemple, où il y a tellement d'affaires extraordinaires à voir? Qu'est-ce que je fais, tu sais? Je sais pas. On va voir ton boy au Kansas. Écoute, je suis pas sûr que je veux amener Jeanne dans un endroit où les gens peuvent avoir des armes à vue. C'est pas que j'ai peur ou whatever, c'est juste que comme j'ai d'autres choses à y montrer avant. Mm-hmm. Je sais pas, je pense qu'il y a des étapes pour apprendre des choses dans la vie. Là. Ouais, clairement. Tu sais, mettons, je vais pas apprendre un matin à ma fille c'est quoi la sodomie. Fait que comme, tu sais, s'il y a un ordre d'importance des choses... Je dirais le Liban passe avant. Mais ça serait malade de faire un voyage comme ça avec Jeanne. Veux-tu une anecdote? Ouais. Mon père a eu une copine libanaise pendant un bon moment. Puis son rêve, c'était de m'amener au Liban. Ma mère, elle voulait rien savoir. À cause du livre Jamais sans ma fille. Je pense que le père, il se pousse au Liban avec sa fille. Une affaire de même. Peut-être que je me trompe. Je suis complètement à côté de la traque. Ou c'est un fait. En tout cas, bref, ma mère, elle m'a dit, là, dans les années récentes, là, j'ai 37 ans. Elle dit, j'ai jamais voulu que tu ailles au Liban avec ton père parce que j'avais peur. Puis j'étais comme, oh, sacrément. Sais-tu de quoi tu m'as privé, tu sais? Mm-hmm. Et oui. Et j'aime ma mère. C'est sa fête aujourd'hui. Ah, non, ouais. Ma mère, Sylvie, 62 ans. Wow. 61 ans. Je suis poche. La fois, ma copine, elle me demande, elle dit, ça fait ta mère, elle dit, avoir quel âge? Je suis né en 61, fait qu'elle va avoir 63. Je compte full vite d'habitude. J'étais en côté. Fait que c'est ça, mais le Liban, man, ça me tente, mais j'amènerais, je pense, Jeanne en Californie. Tu sais, l'avion, se déplacer. J'avoue. Tu sais, mais après, rapidement, tu sais, tu peux rapidement te transitionner. Non, mais je veux en Europe, peut-être, en France. Puis, tu sais, mettons, j'amènerais ma mère avec moi. Qu'on soit les trois, qu'elle puisse s'en occuper, puis que moi j'aille faire le party, man. Brosser d'un bar. La cocotte, aussi. Les shooters. Hey, des shooters, man. Elle mettre de la crème fouettée dans le nombril, gros, man. C'est un autre gars qui l'a pris. J'étais là, c'est fait que, ouais, je pense que je l'amènerais en Europe. En même temps, je sais pas. Il y a tellement d'affaires. J'ai comme une peur de papa, là, qu'elle se fasse enlever, qu'il arrive de quoi, tu sais. Mais le monde est plus safe qu'on pense. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai toujours un petit concern. Puis, ouais, j'aimerais ça l'amener en voyage. Hein. J'aimerais vraiment ça. Elle est fascinée par tout. Mm-hmm. En voyage, c'est comme... Ouais. Ça, elle va pas y aller une coche. Pourquoi ça? Ouais. Elle va comme level up. Ouais. Je pense. Alex, ça fait déjà 1h30. Hey, dude. En plus, il faut que j'aille au studio. Merci tellement. Ça me fait vraiment plaisir, man. C'est vraiment cool d'avoir des conversations avec toi. Ça va être à ton tour de venir sur notre podcast. Ouais. 21 octobre, t'es invité. Ouais. On a dit 28, excuse-moi, ouais, 28 octobre. Puis à ce moment-là, parce que si je venais ce vendredi, je n'allais pas avoir les copies de saison encore, mais je vais avoir les copies de saison. Oh my God. Ouais. So happy. J'en ai une dans mon char de mon livre à t'a donner. Nice, cool. Merci full. Ça fait plaisir. Comme j'avais dit, on dirait que la vie, c'est comme une longue convo qu'on va avoir. Puis c'est ça. Une bribe puis de la convo. C'est ça. Dans le temps, on se rencontre puis on continue la conversation. Ouais, merci full. Merci, man.